Bonjour et bienvenue sur Parole d'Experts, votre émission qui donne la parole aux experts de l'économie mauritanienne afin de partager avec nous leurs expériences et d'éclairer le public sur les grands enjeux de l'économie mauritanienne. Sur l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer une question centrale. Qu'est-ce qui rend la Mauritanie attractive pour les investisseurs? Entre richesse naturelle et position géographique stratégique, les atouts ne manquent pas. Mais l'enjeu va au-delà. Il s'agit aujourd'hui de comprendre les leviers qui rendent la Mauritanie attractive, mais aussi qui permettent de simplifier les procédures pour les investisseurs et d'utiliser au mieux les nouveaux capitaux qui entrent dans le pays. Nous allons discuter de ces sujets avec M. Ahmedou Khatri, ancien directeur général du Portanit et ancien directeur général adjoint de l'Agence de la promotion des investissements en Mauritanie. Bonjour M. Khatri et bienvenue. Bonjour, cher ami Diagana, merci. Alors, quels sont aujourd'hui les véritables leviers sur lesquels on peut dire que l'économie mauritanienne est attractive pour les investisseurs, au-delà des ressources? Parce que lorsqu'on parle de l'investissement, on a tendance à citer les ressources de l'économie mauritanienne. Mais au-delà de ces ressources, quels sont les réels leviers sur lesquels les investisseurs peuvent se baser pour dire que la Mauritanie est un pays attractif? Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour donner mon point de vue d'un humble acteur qui a eu dans son parcours à travailler sur cette problématique d'investissement. Je crois que le mot expert que vous attribuez est trop lourd pour moi. N'empêche, j'aimais ça dans votre générosité et donc je vous en remercie. La problématique de l'investissement en Mauritanie, c'est une problématique assez complexe. Avant la création de l'Agence de promotion des investissements dont j'ai eu la chance d'être cofondateur avec Aïssa Talam, en 2020, fin 2020, nous avons été chargés de mettre en place cette agence. Et cette agence, elle est venue très en retard par rapport aux autres pays qui avaient depuis très longtemps, chacun, mis en place une agence de promotion de l'investissement. Au Sénégal, au Maroc, au Mali, partout. Donc c'était comme un ministère chargé. En Mauritanie, malheureusement, de tout temps, c'était un ministère, une direction dans un ministère, mais il n'y avait jamais cette autonomie dans l'action. Et nous avons mis en place l'agence de promotion des investissements, qui a été chargée, comme son nom l'indique, de faire la promotion de l'investissement. C'est comme une agence, comme pour un pays. Vous devez vendre une destination en Mauritanie. Cette destination Mauritanie, donc d'abord il faut faire connaître le pays. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la Mauritanie. Quand on parle Mauritanie, on croit au début Mauritius, que c'est Maurice, ou on ne croit pas qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas où est la Mauritanie. Et ceux qui savent la Mauritanie, ils ont toujours une mauvaise idée de la Mauritanie, que c'est un pays de sauvages, que c'est un pays de racistes, que c'est un pays sous-développé, que c'est un pays où il y a toujours une instabilité politique. Et donc tout ça a donné une mauvaise image à beaucoup d'investisseurs qui ont entendu parler de la Mauritanie. Et comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de la Mauritanie. La Mauritanie, il y a plusieurs atouts, comme vous l'avez souligné, et ces atouts ne suffisent pas. Ce n'est pas qu'on dit que nous avons la pêche, nous avons le poisson, que nous avons le fer, que nous avons le cuivre, que nous avons mais tout ça, c'est bien beau, mais il y a des préalables. Quand on dit qu'on va faire du thé, il y a un certain nombre d'ustensiles qu'il faut avoir pour faire du thé. Si tu prends quelqu'un qui fait du bon thé, mais qui n'a pas le feu, il ne peut pas faire du bon thé, même s'il a du bon thé, du bon sucre, de la bonne menthe, il y a quelque chose qui manque. Donc nous aussi, il y a quelque chose qui manque, quelques instruments, quelques leviers qui manquent à cette attractivité. Le premier levier, c'est une justice commerciale. S'il n'y a pas de justice commerciale, l'investisseur n'est pas protégé. Et beaucoup d'investisseurs, malheureusement, ils ont eu la malchance de venir tenter d'investir ici ou investir ici, et par la suite, ils ont été arnaqués par des Mauritaniens, par la difficulté au niveau des trucs. Et donc, ils gardent de mauvais souvenirs, et quand ils reviennent chez eux, ils disent attention à ces pays. Donc, il faut cette justice. Il faut les infrastructures. Si je dis quelqu'un aujourd'hui, juste j'ai du cobalt.
où j'ai du lithium, comment il peut l'exporter? Est-ce que tu attends qu'un investisseur va venir mettre en place des matériaux lourds et commencer à construire lui-même son chemin d'affaires, son port pour exporter? Non, il ne le fera jamais. Il n'y a pas d'infrastructure. Les routes, nous avons le phosphate à Bofal. Depuis combien de temps on a ce phosphate? Tout le monde sait l'importance de ce phosphate, tout le monde cherche ce phosphate. Ce phosphate, nous, on veut, comment le faire? L'exporter brut. Ça demande une infrastructure. Donc les infrastructures sont très importantes. Il y a un autre levier qui est plus important que tout, c'est l'énergie. Quelqu'un, aujourd'hui, nous sommes à Nouakchott, et même pour pouvoir faire cette émission, on n'est pas sûr qu'on la termine. Peut-être qu'on peut avoir des coupures d'électricité tout ça. D'accord. Figure-toi que vous avez un investisseur qui va venir, qui va mettre quelques millions de dollars, et il n'a pas l'énergie, et cette énergie, quand il a, elle est très chère. Donc aussi, l'énergie, c'est quelque chose qui est très incroyable. Après, il y a la main-d'œuvre. Il faut qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée, bon marché. Mais aussi, on n'a pas cette main-d'œuvre, malheureusement, ici en Mauritanie. Et le dernier levier, c'est une grande population. On n'est pas peuplé. Et donc, tout ça a fait que lorsqu'on était parti partout vendre la destination de la Mauritanie, nous avons été coincés de savoir qu'on peut créer l'agence, on peut crier, venez, on peut faire des missions, habiter dans un hôtel, prendre des billets d'avion, faire de beaux discours en arabe, en français, en anglais, et revenir ici, mais ça ne suit pas. C'est pourquoi les idées des investissements directs étrangers ne sont pas importants par rapport à l'effort qui est fait pour les amener. Et donc, comme je vous dis, ce sont ces leviers, ce sont ces préalables pour pouvoir faire un bon thé, qui manque aussi pour être attractif. Il y a quelque chose qui nous fatigue beaucoup, c'est qu'on est à côté de deux pays très attractifs, le Sénégal et le Maroc. C'est des pays peuplés, c'est des pays avec beaucoup d'infrastructures, c'est des pays stables politiquement. Et donc, c'est des pays qui sont des destinations pour beaucoup d'étrangers. Et si tu es quelqu'un partout dans le monde Sénégal, mais il te dit oui, je connais bien le Sénégal. Si tu as quelqu'un du Maroc, mais tout le monde a vu le Maroc, tout le monde est parti au Maroc, tout le monde veut aller au Maroc. Ça encore, déjà, tu n'as pas à te fatiguer pour expliquer c'est où. Okay. Et donc, eux, ils ont les infrastructures, ils ont une certaine justice pour les investisseurs, ils ont la main-d'œuvre, ils ont ce qui nous manque, en quelque sorte. Et donc, il y a encore, nous, on croyait qu'il fallait juste donner des avantages du code des investissements et que les investisseurs, on voit le Nouadhibou, la zone franche, exonération à 100% depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a amené comme investisseur? Rien. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir ce truc. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui. Ce sont ces leviers qui manquent. Donc en parlant des leviers qui permettent aux investisseurs de trouver la Mauritanie attirante, vous m'avez cité surtout des défis. Est-ce aussi une manière de dire que nous avons encore un long chemin à parcourir? Très, très long chemin. Très long chemin. Il faut être clair, comme je vous ai dit, parce qu'on ne peut pas décréter que la justice sociale, que la justice commerciale doit être implacable. Ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça demande la formation des juges, ça demande des juges impeccables, des juges imparables, des juges très, très, très honnêtes, des juges qui parlent arabe, français, anglais. Donc, le tribunal de commerce doit faire un effort exceptionnel. Et donc la mentalité, ça, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. C'est pas le président qui va leur dire à partir de ce jour, par décret en date du, je décide que la justice est bonne. Non, on ne peut pas. C'est pas quelque chose qu'il peut faire. Après, les infrastructures, mettre en place des infrastructures énergétiques, routières, ça encore, c'est pas une route, une autoroute, un projet industriel, c'est quelques années. Et donc c'est pas facile de dire que c'est demain la veille. Et quand vous avez cité la zone franche de Nouadhibou en disant que sur une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'investisseurs qui sont arrivés malgré les exonérations, est-ce une manière de dire que c'est un projet qui a échoué ou que... Mais je crois qu'ils ont lamentablement échoué. La zone franche de Nouadhibou a lamentablement échoué. Tous les présidents de cette zone qui se sont succédés sont passés à côté de la plaque. Tous, et je pèse mes mots, se sont adonnés à la vente des terrains, la vente de foncier. Ça, c'est l'activité, 90% de l'activité de la zone franche, c'est vendre des terrains, spéculer sur ça, prendre de l'argent, la mettre dans le compte, payer un personnel pléthorique
et faire de temps en temps des petites missions de voyage pour repartir. Mais il n'y a pas eu d'efforts sur les infrastructures, d'efforts pour attirer les gens, et donc c'est pourquoi ils sont échoués. Et ils ont échoué parce qu'il n'y a pas vraiment un investisseur là-bas. Prenez zone franche, vous lui donnez des dizaines, voire une centaine de milliards sur ces 10 ans pour un résultat comme ça. Si ce n'est pas un échec, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut l'appeler. Et donc ça veut dire que ce n'est pas suffisant de dire on vous donne un package de cadeaux d'investissement. Et c'est pourquoi les FMI et la Banque mondiale, surtout les FMI, ils sont venus, ils ont tapé très fort pour demander à ce qu'on diminue ces avantages. Mais surtout, par exemple, aujourd'hui, au niveau dans une France, il faudrait créer une entreprise, vous êtes exonéré à 100%. Les gens importaient des lits, importaient des produits alimentaires, et entre Nouakchott et Nouadhibou, vous êtes là, l'autre est là-bas, il peut acheter un lit exonéré. Pourquoi? Quelle est cette valeur ajoutée qui a fait qu'on exonère les lits? Non, parce que le type, il est exonéré, il ne paye pas de droits de douane, et donc les lits, ils sont... Et donc voilà, les gens, ils ont dit, on ne peut pas, dans un pays, faire cette ségrégation. Une partie de la population est exonérée des biens de consommation, et l'autre partie, elle doit payer plus cher. Pourquoi? Et donc, c'est pourquoi il y a la nouvelle loi qui a été promulguée et qui, jusqu'à présent, ces décrets d'application ne sont pas encore votés ou mis en place, qui diminue, qui met complètement, chamboule complètement la structure de la zone franche qui était. Donc, il va être une structure, ils vont créer, d'après la loi, ils vont prendre un terrain qu'ils vont clôturer. Et ce terrain, les entreprises qui sont dans ce terrain, c'est des entreprises qui doivent faire de la transformation du poisson ou des minerais. Ça, c'est les secteurs qui sont exonérés. Mais les gens qui faisaient le commerce, pêcher et vendre brut, tout. Okay. Nous, ça maintenant c'est terminé. Mais jusqu'à présent encore, on n'a pas vu, ça fait presque 1 an que ce décret, cette loi a été votée, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu. Ça encore, c'est des retards qui sont injustifiés. Nous voyons qu'il y a énormément de défis dans ce secteur. Sans doute, lors de votre expérience à l'APIM, vous aviez certainement dû, au-delà de ces défis que vous avez déjà cités, mais faire face à des défis lorsque vous accompagnez des investisseurs à s'implanter en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences-là? Oui, on a une expérience au niveau de l'APIM de 30 mois. Sur ces 30 mois, il y a à peu près 6 à 8 mois pour l'installation de l'agence. Et après, il y a eu à peu près un peu moins de 2 ans maintenant d'activité. Nous avons participé à plusieurs forums à niveau de l'étranger. Nous avons reçu les investisseurs. Nous avons agréé une centaine d'entreprises nationales mixtes entre des nationalités. L'ancien code des investissements, il était assez souple dans l'octroi des agréments et les gens étaient plus ou moins satisfaits. Les investisseurs étrangers étaient plus ou moins satisfaits. Et même les investisseurs nationaux. Par la suite, il y a eu un flottement. Je ne sais pas quelle était l'origine de flottement. La 3e année, les gens ont commencé au niveau de l'État à mettre des barrières à l'octroi des conventions d'investissement pour des investisseurs. Et ça a traîné quelques 6 mois, 8 mois, les gens attendaient les délais. Des investisseurs qui attendaient leur certificat d'investissement. Donc ça a beaucoup traîné. Et finalement, il y a un nouveau code des investissements. Ça a été changé. Il y a eu plus de procédures dans l'octroi des certificats d'investissement. Et ça fausse un peu l'esprit pour lequel l'agence a été créée. Cette agence devait changer de tutelle. Vu qu'elle travaille sur une problématique transversale, elle ne devait pas être sous la tutelle d'un seul ministère. Parce qu'il y en a plusieurs ministères dont elle dépend son travail. Le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines. Donc tous les ministères qui ont des secteurs productifs et improductifs, tous ces secteurs, l'agence devait avoir des relations avec elle. Et tant qu'elle fait partie d'un ministère, sous la tutelle d'un ministère, ça la coïncide. Au niveau de la sous-région et partout, elle est liée soit à la présidence, soit à la primature. Ça devait lui donner un peu cette transversalité qui va lui permettre un peu d'aller. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a ce problème qui est là et ça traîne
beaucoup de procédures d'octroi des agréments pour les gros investisseurs qui demandent des subventions, des conventions d'investissement. Pour la catégorie ou le régime des PME, c'est relativement facile, parce que c'est au niveau de l'agence que ça se passe. Donc ça ne dure pas beaucoup, parce que c'est un arrêté du ministère de l'économie et des finances, donc ça ne dirait pas. Et au niveau des pôles de développement, il n'y a que 3 pôles de développement. Et chacun, surtout les deux, il y a un pôle qui a été à Néma. Il n'y a qu'une usine de lait qui est là-bas depuis une dizaine d'années, 16 ans maintenant. Il y a un pôle au niveau du Tagan pour une usine où il y a une usine seulement de date. Et il y a le pôle de Tanit, le pôle de développement de Tanit, créé depuis 2020, mais dont le décret d'application n'a été voté qu'après mon arrivée en 2024. Donc vous voyez la difficulté de ça. Donc il y a énormément de choses à faire à ce niveau administratif. Nous allons discuter du pôle de développement de Tanit, mais juste avant, j'ai envie de réagir à ce que vous disiez tout de suite. Lorsqu'on est conscient de la grandeur des enjeux, surtout pour l'exploitation de plusieurs de nos secteurs dans lesquels nous dépendons carrément d'investisseurs étrangers, comment on peut expliquer qu'une agence qui a été créée expressément pour simplifier ces procédures-là et les rendre plus rapides et plus faciles pour ces investisseurs-là, soit confrontés à des défis comme ça entre les ministères partenaires et les autres organisations et administrations partenaires afin de faire son travail. Comment on peut expliquer ce... Moi, c'est simple, je l'explique dans ce qu'on appelle le dysfonctionnement administratif. Combien d'agences, combien de ministères, combien de problèmes. Pourquoi on est là? Tout le monde ne devrait pas travailler pour le même objectif. Pourquoi on est à ce niveau? Pourquoi la Mauritanie est à ce niveau de sous-développement, de pauvreté, malgré les ressources, malgré tout, c'est ça. Le problème de ce pays, c'est qu'on met en place un système, on met en place des procédures, on met en place une agence, et quand tu veux travailler, c'est une partie du système ou une partie de l'administration qui te fait bloquer. On te bloque. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le truc, non, ton collègue, directeur comme toi qui te bloque. Parfois, ce n'est pas un directeur, un autre ministère qui est un ministère parfois c'est ton ministère de tutelle qui te bloque. Donc ça, malheureusement, c'est le vécu des Mauritaniens. Donc l'agence, elle a fait un effort incroyable, elle continue à le faire, mais malheureusement, il fait des blocages. Au niveau du Sénégal, par exemple, la PIX. La PIX, l'agence, c'est une agence de promotion avec les grands travaux. Aujourd'hui, cette agence, tous les certificats d'investissement sont signés là-bas, en 24 heures, 48 heures. Non, là, il faut passer par le conseil des ministres. Passer par le conseil des ministres pour donner quoi? Une convention d'établissement parce qu'un investisseur qui veut venir, parce qu'il a investi plus de 40 millions de dollars ou de quelques 10 milliards de guillas, lui, il devait être plus facile. Par contre, on dit non, tu as un petit projet, on va te donner. Le petit projet, si vous avez peur des fraudes, c'est des fraudes à grande échelle. Mais quelqu'un qui vient et dit, moi j'ai un investissement de plus de 10 milliards, on doit lui faciliter. On doit lui dire, dans les 48 heures ou dans les semaines, on te donne l'agrément au cours de l'investissement. Cet agrément, c'est quoi? Si tu fais ton investissement, tu es exonéré de temps. Mais si tu ne fais rien, il n'y a rien. Donc pourquoi dire qu'il faut que ça passe en conseil des ministres? Le conseil des ministres, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur ça? Rien. Aujourd'hui, il sort des conventions pour tel projet, mais parfois, depuis 20 ans, il a sorti tellement de conventions, à tel point que moins de 20% ont eu lieu, des autres jamais. Et ça, c'est encore le problème de la société du Mauritanien aujourd'hui. Lorsqu'on était à la PIM, on a trouvé devant nous, parce qu'il y avait une direction, ancienne direction de promotion du secteur privé. Cette direction, c'est elle qui était en charge de donner les certificats d'investissement. Okay. Ils ont agréé à peu près 175 projets avant notre arrivée. Et lorsqu'on a commencé à faire le suivi, on a commencé à appeler ces gens, à envoyer des gens pour leur dire où sont vos projets. On a trouvé à peu près le tiers, effectivement, qui existe et qui marche. Un tiers qui a commencé et qui a fini. Et un tiers qui n'a jamais débuté. Et quand on a commencé à chercher, je me rappelais, je disais les noms des gens qu'on n'a pas pu trouver. Et j'ai vu le nom de quelqu'un que je connais très bien. Je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis, c'est une anecdote vraiment bizarre, je lui dis, voilà, je suis là à la PIM, on a besoin de visiter ton projet, est-ce qu'il a existé? Il me dit, moi, quel projet?
Je lui ai dit non, mais Comment tu as ça? un certificat d'investissement qui est sorti il y a 3 ans à ton nom. Il a commencé à réfléchir à haute voix. Il me dit ah oui, je me rappelle. Il a dit non, une fois on m'a dit que la direction l'a donné des agréments. J'ai demandé à l'un de mes enfants de faire, on a fait un dossier qu'on a déposé. Effectivement, on a sorti ce document, mais vraiment j'ai complètement oublié. Il a oublié qu'il a conçu un dossier en disant je vais investir dans tel secteur, je m'engage à investir tel montant. Et quand on l'appelle, il avait tout oublié. Mais bon, moi j'ai dit, ça c'est un papier, un peu de temps qui est perdu, c'est pas grave, parce que le code des investissements, ce qu'il dit, prenons de cas précis, on dit soit tu es exonéré des droits de douane, tel sur la liste des matériels que tu vas nous amener, qui fait partie de ton projet. Après, tu as à peu près une exonération sur les impôts de temps. Ça, ce sont généralement ces deux gros avantages qu'on donne. Exonérer en douane, ça veut dire qu'il faut importer des matériels. Mais si tu n'importes rien, tu n'exonères rien. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires et de bénéfices, tu ne vas pas bénéficier de trucs. Donc, il y a la bonne foi. On dit, quelqu'un dit, je vais faire, mais je n'ai pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Il n'a pas fait parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. Il avait besoin de ce papier, de ce dossier, pour partir chercher un étranger, l'arnaquer en lui disant, moi j'ai une attestation d'investissement pour tel projet, viens avec moi, soit je te le vends, soit tu viens avec moi, on va faire ça ensemble pour l'arnaquer encore une deuxième fois, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on distribue ça comme ça, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave parce que c'est juste des papiers. Donc on devait faciliter ça pour évacuer. Et quand on commence maintenant à mettre du blocage au niveau de l'obtention de ces documents, on va mélanger les gens sérieux avec les gens qui ne sont pas sérieux. Donc moi j'ai dit, soit je facilite pour tout le monde, au moins il y a une personne qui est sérieuse qui va passer. Les autres, comme je vous ai dit, je leur ai donné un certificat mais ils n'ont rien fait. Moi je leur ai proposé quelque chose de simple. J'ai dit à quelqu'un, tu déposes un dossier, il faut payer un pourcentage sur ton investissement. Si quelqu'un n'est pas sérieux, il ne mettra pas en rond. Parce que soit il ne l'a pas, soit il l'a, mais il sait qu'il ne fera rien, donc il ne va pas mettre 1 million ou 10 millions en disant je vais investir 1 milliard, donc je dois mettre 10 millions, donc je reste. Donc il ne fera pas. Celui qui est sérieux et qui est pressé, j'ai investi 1 milliard, je donne 10 millions de gars, c'est quoi? C'est absolument rien. Il va le faire en 24 heures. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons proposé. Mais on ne l'a pas fait et Dieu merci, j'ai été en charge du pôle de développement de Tanit, on y revient. Et j'ai appliqué ça et sur les 22 mois, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui nous a arnaqué en disant je viens parce qu'il y a des frais à payer. Tous ceux qui ont déposé ont fait leur projet. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils l'ont fait. Et donc ça devait être appliqué au niveau de la PIM dans le cadre du code d'investissement. J'espère qu'ils le font. À votre prise de fonction au port de Tanit, quel était votre premier diagnostic que vous aviez fait du port? Et quelles étaient après ce diagnostic les priorités que vous aviez posées? Très bonne question. Au port de Tanit, j'ai été nommé, je l'ai appris par une rumeur l'après-midi du conseil des ministres le 15 heures. Je pense que c'était juste après les élections quelques mois après les élections municipales. Donc j'ai appris l'information, j'ai dit non. Après, j'ai dit Port Tanit, c'était pour la première fois de ma vie d'entendre parler de ce port. Lorsqu'il a été créé, j'étais à l'étranger, en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas accès à la télévision de Mauritanie. Donc, l'actualité nationale, son inauguration, donc je ne l'ai pas suivi. Et après, il est tombé aux oubliettes. Il n'y a jamais eu d'activité internationale pour que je la voie ou nationale. Et quand je suis venu ici, j'ai commencé au niveau de la PIM. Et donc, je n'ai jamais pris la route vers Nouadhibou, la route terrestre pour passer devant. Ou même si j'allais le prendre, la plaque n'était pas claire ou lisible. Donc, personne n'allait. Donc après j'ai dit c'est pas possible, on ne peut pas me nommer, je ne suis pas au courant, sur une activité qui, la nuit j'entendais tranquillement à la télé le conseil des ministres. Et lorsqu'ils ont dit que Ahmed Khatri, qui a été précédemment directeur général adjoint de la PIM, là j'ai compris que c'est moi au moins. Parce que les homonymes, il y en a beaucoup. Donc j'ai dit au moins c'est moi. Donc j'ai accepté ça. Bon. Je suis parti en disant c'est où? J'ai commencé à demander. On me dit qu'il est à 70 km de la ville. Une semaine après, je suis parti pour faire la passation de service. Je suis venu, j'ai trouvé devant moi
un état que je ne peux pas expliquer. Donc on met en place un projet qui est à 70 km de Nouakchott, qui est dans une zone où il n'y a aucune vie, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de cité, les employés viennent par bus, 70 km pour ceux qui sont à Tavra Zena, 90 km pour ceux qui sont à PK à Tujini. Donc chaque jour, il faut qu'ils prennent un bus et partent là-bas. Ils font 2 heures de temps pour arriver. Quand ils quittent ici 8 heures, ils sont là-bas à 10 heures. Et il faut qu'ils quittent à 15 heures pour revenir chez eux la nuit. Donc c'était compliqué. Donc il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas d'infirmerie, il n'y avait pas de pompiers. Les pêcheurs ne voulaient pas de ça parce que il n'y a pas d'infrastructure viable. Et donc, je suis venu dans ce système. J'ai trouvé devant moi une situation financière, et c'est normal, et ça, je rends hommage à mon prédécesseur. Jusqu'à présent, j'ai toujours rendu hommage à mon prédécesseur, parce que ce n'était pas viable. J'ai trouvé devant moi une situation très difficile. Un port, comme je l'ai dit, il n'y a aucune infrastructure. L'eau, on l'achemine par système de Nouakchott à 9 000 ouguiya la tonne, pour pouvoir amener l'eau pour que les gens puissent boire et utiliser la pêche. J'ai trouvé devant moi une situation financière assez difficile, 600 millions d'ouguiya de dettes, fournisseurs et État, et à peu près indisponible de 9 millions d'ouguiya anciens dans les comptes, dans les différents comptes. Et donc pour moi c'est normal, il n'y a pas de recette. Donc l'ancien directeur n'a pas le pouvoir ni le choix de faire ce qu'il peut faire. Donc il a fait que c'est lui qui a été le premier directeur, il a fait ce qu'il a pu. Et il est parti, il m'a laissé cette situation. Donc cette situation, ce n'est pas à cause de sa gestion. Et ça, je continue à le dire. C'est à cause du projet, de là où est le projet, de la conception du projet qui a été créé à la hâte par l'ancien président, parce qu'il devait partir, il devait sortir, et donc il fallait rapidement le faire. Et il l'a laissé sans les attributs de survie pour ce port. Et donc j'ai commencé à dire, bon voilà, il faut d'abord la première chose communiquer, pour que les gens sachent ça, et pour que les pêcheurs puissent venir. Parce que l'attractivité du port lui-même, elle est importante par rapport à la pêche. Donc tu veux attirer des clients, il faut faire de la communication. Donc j'ai commencé à communiquer, mais des communications réelles. Sur un certain nombre, j'ai commencé à régler des problèmes là-bas. Et j'avais un ministre avec lequel je me comprenais très bien, c'était Lam Al-Hussein Mouktala, qui est actuellement le ministre secrétaire général du gouvernement. On est venus en même temps, lui comme ministre et moi comme directeur général du port. Donc il l'a visité, on l'a visité ensemble, il a vu ce qu'on a trouvé devant moi. Le conseil d'administration, la même chose, on a commencé à travailler, on a dit qu'il faut commencer à travailler. Le président de la République m'avait rencontré une semaine après, et je lui ai amené la situation, ça l'a surpris, et je lui ai dit que c'est rien, qu'on peut le faire. Il me dit qu'il croit que je peux faire, que je peux être à la hauteur de cette tâche, c'est pourquoi il m'a appelé pour ça, et qu'il va m'aider, et donc on a commencé à travailler, et l'aide je ne l'ai pas vue, et donc je l'ai me débrouillé avec ce que j'avais, c'est la main. J'ai demandé le pôle de développement de Tanit. Personne n'a entendu parler de ça. Ni les gens qui ont déjà investi, peu de gens qui ont investi le peu de moyens là-bas, mais aussi tout le monde, les cadres qui travaillent au pôle mondial, on n'a jamais entendu parler de ce pôle de développement. Je leur ai dit, écoutez, moi j'étais à la PIM, je sais qu'il y avait 3 pôles de développement, un pôle au niveau de Nema, un pôle au niveau du Tagan et un pôle de Tanit. Donc j'ai pris le décret de 2020 et j'ai commencé à voir. Après, dans le décret, ils disent qu'il faut avoir un arrêté conjoint du ministre des Pêches et du ministre de l'Économie pour nommer la structure de gestion de ce pôle. Et j'ai commencé sur ce dossier et on a mis en place une structure de gestion. Après, on a commencé maintenant à dire quoi? Nous avons 1000 hectares. Le port ne représente que 10%, le port lui-même, que 10% du pôle. La surface, ok. Du pôle, qui est 1000 hectares. Et donc, c'est juste lui, il est à l'extrémité. Donc, j'ai compris que peut-être que mon background est à l'origine de ma nomination là-bas. Donc, on m'a amené en tant que connaisseur ou imprégné par la problématique de l'investissement, parce que j'ai mon parcours de 30 mois à la PIM. Donc, j'ai dit peut-être qu'il y a une cohérence. Pourquoi on m'a amené ici? Parce qu'en pôle de développement, ils veulent que j'applique ce que je faisais au niveau national. Donc, j'ai commencé à le faire. Donc, la mise en place de la structure, j'ai fait en sorte que la PIM la préside, pour plus de cohérence. Donc Aïssata, qui était la directrice générale de la PIM, qui est la présidente de cette structure de gestion du pôle, où il y avait plusieurs cadres de plusieurs ministères. Et donc on a commencé à faire la communication autour de ce pôle, en disant que les avantages sont simples. Il y a
facilement le terrain. Donc l'investisseur peut avoir la superficie nécessaire à son investissement dans les 24 heures. D'accord. Parce que c'est sous ma signature, finalement, j'ai dit à 2 heures. Si un investisseur se présente 8 heures avant qu'il veut un terrain, avant 10 heures, il va sortir avec ses papiers. Pourquoi 2 heures? C'est pour que lui, il complète. Okay. Mais s'il m'amène ses documents, il peut faire 30 minutes. Okay. Donc, deuxième truc, si tu déposes ton dossier, il faut payer 1% à 2% du coût de ton investissement. Pour éviter les arnaques. Quand quelqu'un dise, je prends un terrain, faites-moi un dossier, or il n'a rien. Donc, c'est pourquoi nous avons, sur les 2 ans, nous avons donné une dizaine d'agréments au cours de ces investissements. Okay. Il y avait une centaine qui est prête, mais dès qu'on vient, on lui dit, tu déposes, comme tu verses les frais de trucs, il parle, il dit, ok, je reviens, il ne revient pas. Et donc, c'est pourquoi tous les gens auxquels nous avons donné des agréments au cours des investissements, c'est des gens réels. Et donc, ils commencent à travailler. Donc, le deuxième avantage, c'est que tu es exonéré à 100% des droits de douane pour tout le matériel que tu vas importer pour ton projet et les matières premières. Et le troisième avantage, c'est que tu avais 15 ans d'exonération fiscale sur l'ensemble de tes résultats. Quand tu vas, l'ensemble des bénéfices, tu es exonéré sur 100%. Donc, c'est des avantages vraiment incroyables. Mais pour en faire connaître ces avantages, il faut communiquer. Communiquer pour que les gens d'abord qui sont là-bas le sachent. Et donc, j'ai commencé à investir lorsqu'il y a eu un nouveau gouvernement, l'âme est partie. J'ai eu un autre ministre malgré qu'il faisait partie, lorsqu'il était directeur général de l'intelligence, il n'avait pas la même vision de la gestion de ce pôle. Moi, je communique parce que je dois communiquer sur des choses qui demandent la communication. Il croit que non, il ne faut pas communiquer, que l'investissement n'est pas important, qu'il faut gérer ce qui est. Donc, il y avait comment s'appelle-t-il, différence de vision. Moi, j'avais une vision au niveau du pôle de développement qui devait être un levier pour toute la région de l'Inchiri et pourquoi pas les pays, parce que j'ai cherché à créer un hub minéralier, un hub de l'hydrogène vert là-bas. Et donc, quand quelqu'un me dit méthanité, le port, la pêche, pourquoi tu parles de l'hydrogène vert, pourquoi tu parles de mines, parce que je suis dans un pôle de développement, je suis un cadre de ces pays, parce que je sais que je peux faire aider ces pays. Donc j'ai eu des animosités, les gens commençaient à me taxer que je sors de ma mission, croyant que c'est eux qui définissent ma mission. Que ma mission était de gérer un quai de 400 mètres carrés, à peu près. Ça n'a pas besoin d'un cadre comme moi, ça a besoin d'un chef de service de capitainerie qui va donner des autorisations en bateau qui vient, qui accoste. Toi, tu sors, l'autre, tu t'approvisionnes en glace, en eau, et donc ça ne demande pas de trucs. Donc, moi, j'ai trouvé devant moi ce pôle, je ne l'ai pas créé, et je croyais que ma mission, c'est de gérer ce pôle et de faire de ce pôle un levier pour le développement de la Mauritanie. À votre arrivée au port, à travers vos communications, nous avons vu que vous avez mis en place plusieurs projets afin de moderniser ce port-là et de surtout le rendre, disons, plus fonctionnel et plus viable que vous ne l'avez trouvé. Vous m'avez également parlé de ce projet de hub minéralier. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce projet-là? Exactement, très bien. Lorsque dans le cadre de ma recherche effrénée d'investisseurs et de développer ce pôle de développement, il y a eu l'hydrogène vert. Donc ça a commencé lorsque j'étais à la PUM. L'hydrogène vert, il demande des infrastructures, surtout portières lourdes, assez gigantesques, parce qu'une pale d'eau éolienne, parce que les sociétés qui ont eu des projets d'hydrogène vert en Mauritanie devaient importer des milliers d'éoliennes. Et les éoliennes, l'envergure d'une pale d'éolienne, c'est 120 mètres, d'une seule pièce de 120 mètres. D'accord. Cette pièce de 120 mètres, il faut un gros bateau, mais surtout le chariot qui va l'amener, la faire sortir de ce port, doit être compliqué. Il y a Nouakchott, il y a Nouadhibou. Ces ports, pour pouvoir les utiliser, il faut casser les freins des quartiers pour pouvoir faire la route assez gigantesque. Les gens ont commencé à dire on va chercher plusieurs possibilités. Ndiago, Nouakchott, Talit et Nouadhibou. J'ai demandé à un expert de me faire une concept note, une note conceptuelle sur la possibilité de faire ça au niveau de Nouakchott, du port de Talit. Parce que j'ai reçu les gens de BP, j'ai reçu les gens de Chariot Total Energy,
j'ai reçu ceux de CWP et j'ai reçu ceux de Greencore. Et donc, il y avait 4 grosses sociétés qui ont signé. Et donc, tous m'ont dit que vraiment, l'idéal serait que c'est à partir de Tanit. D'accord. Parce que c'est dégagé, Okay. parce qu'il est très proche des champs, parce que proche des champs, il y a un Chéri, il y a un autre à Boule-Noire. Donc, vraiment, ils sont proches des champs et c'est dégagé donc, pour amener ça. Et donc, j'ai fait cette note conceptuelle et le type qui m'a fait la note conceptuelle, il a trouvé d'ailleurs qu'au niveau en 2018, il y a eu une étude par une société chinoise pour mettre en place un terminal minéralier, plus un chemin de fer qui va relier le port de Tanit à Ichiri, là où il y a la concentration, 80% de nos minerais sont entre Adrar et Ichiri. Et depuis l'indépendance, on est au courant de cette ressource. Et cette ressource ne peut jamais être exploitée qu'il y a une infrastructure. C'est pourquoi les hommes d'affaires et les groupes qui ont les permis d'exploitation de ces minerais ne font que payer chaque année des dividendes, des royalties à l'État pour maintenir leur permis à leur nom. Beaucoup se sont fatigués et le permis a été retourné au nôtre après ça. Pendant 10 ans, il paye et regarde des centaines de millions qu'il a payés, il dit finalement non. Et donc, j'ai dit, il faut faire un effort pour qu'aujourd'hui on puisse exploiter nos ressources. C'est-à-dire c'est des investisseurs qui ont acheté des permis d'exploitation pour des minéraux. Exactement. Mais au-delà de l'extraction, ils n'ont pas aussi des moyens pour les déplacer. Pour les déplacer. Ils ne peuvent pas, ils peuvent l'exploiter, mais ils ne peuvent l'exploiter que quand il y a une infrastructure pour pouvoir les transporter, parce qu'ils partent tous à l'extérieur. D'accord. Et comme c'est pourquoi je vous ai dit, l'investissement sans infrastructure, il ne peut pas y avoir. Ça, c'est les limites. C'est ça les limites. Aujourd'hui, on dit la Mauritanie est très riche, son sous-sol est très riche. Ça, on met ça à la géographie, on met ça dans les livres. On tape ça avec la PIM, on tape ça dans les ministères. Quand quelqu'un vient, on lui fait une carte, on lui dit nous avons le cobalt, le lithium, le fer. On liste une vingtaine de minerais incroyables. Mais point. Depuis quand vous avez ces minerais? Depuis qu'on existe. Pourquoi ce n'est pas exploité? On ne sait pas. Non, c'est exploité parce qu'on n'a pas mis un moyen pour l'exploiter. Et qu'est-ce qui va l'exploiter? C'est un chemin de fer qui va partir de là où c'est zone vers un port minéralier. La SNIM, c'est une chance de nous la faire. S'il n'y avait pas les colonisations, on n'allait jamais avoir la SNIM. Aujourd'hui, la SNIM, elle a son chemin de fer, tout c'est mauritaniser, elle nous fait rentrer des devises incroyables parce qu'elle a une infrastructure, de Zouéret à Nouadhibou. Pourquoi? C'est combien? 600 à 700 km. Pourquoi on ne peut pas faire 250? Vous pensez qu'on peut? On peut, mais on ne veut pas. Comment ça, on ne veut pas? Parce que les gens, et je suis triste de le dire, les cadres ont une vision, les cadres mauritaniens, il a toujours, 80% des cadres, ils ont toujours une vision de gérer la longévité dans le poste. Ils ne veulent rien déranger, ils ne veulent pas qu'ils lancent des choses. Donc on est là, j'ai été nommé, c'est pour gérer le quotidien jusqu'à ce qu'on m'enlève. Et ma force, je vais la mettre pour la stabilité dans ce poste. Et ça veut dire que si tout est stable, ça veut dire qu'on reste, nous aussi, la Mauritanie va être stable. Stable dans son niveau de développement. Parce que si aujourd'hui, c'est une sommation, si j'ai 20 entreprises, 20 ministères, il y a 40 cadres dans ça, et ces 40 cadres disent, on veut maintenir le statu quo. Parce qu'on veut rester ici. On était à tel degré de pauvreté, de sous-développement, on le restera. Sinon, on ne va même pas recruter. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut oser, il faut innover, il faut être capable de dépasser l'envie ou la durée dans le poste. Tu vas déranger, tu vas être... et moi, j'ai toujours été, comment dirais-je, victime de ça, parce que les gens ne veulent pas que quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Il faut lister les choses. Aujourd'hui, j'ai dit je vais faire un chemin de fer entre Zouéret, Ichiri et Tanit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Pourquoi ce projet, lorsque mon ami là, l'expert que j'avais recruté, il est parti chercher, me faire la note conceptuelle, il a trouvé par hasard dans les casiers ou dans les archives du ministère de l'économie 2 études de faisabilité, une pour un port minéralier à Tanit et l'autre pour un chemin de fer qui va relier
la zone de concentration des mines entre Agjucht et Ladrar vers Tanit pour pouvoir, pour la première fois de l'histoire, exploiter ces minerais dont on a besoin. Ça allait nous donner 2 ou 3 fois SNIM. D'accord. Voyons l'effort que la SNIM aujourd'hui, c'est l'économie. Mais, voyez, si on a 2 ou 3 SNIM, Ouais. ça doit être du président au planton un objectif. Un objectif, c'est tout. Ça, aujourd'hui, on ne doit pas chercher des petits prêts par-ci, des prêts par-là, des petits efforts par-là. Non, on doit dire qu'il faut chercher des projets structurants. Nous avons les mines, pourquoi on ne les exploite pas? Cette richesse-là qu'on met devant, qu'on met dans les livres de géographie, que la Mauritanie a, pourquoi on ne fait pas d'efforts pour l'exploiter? Pourquoi aujourd'hui les ministères, je ne parle pas de ces ministères des mines actuellement, ils font un bon effort, mais les ministères des mines anciens, leur effort c'était de chaque conseil des ministres, aujourd'hui on nous raconte, ce conseil des ministres aujourd'hui a alloué un permis de recherche ou un permis d'exploitation pour telle société, une dizaine par conseil des ministres. Et aujourd'hui il y en a des centaines de personnes qui ont des permis d'exploitation et chacun il paye des trucs à l'État. En contrepartie de quoi? Rien. Donc aujourd'hui, ce chemin de fer, lorsque l'expert m'a amené ses études, il m'a dit, voilà, j'ai vu, mais c'est une aubaine. J'ai lu, j'ai vu que c'est incroyable, que même la société avait signé avec l'ancien ministre en 2018 un protocole d'entente pour la mise en place de ce... La société chinoise qui a fait l'étude. Voilà, effectivement. Donc, il évaluait à 1,5 milliard de dollars. J'ai dit, ça c'est... Le coût du projet. J'ai dit, ça c'est bon. J'ai fait une petite communication sur mon réseau LinkedIn. Et tout de suite, j'ai une société brésilienne, la plus grande de l'Amérique latine, EOC, qui a leur succursale africaine au niveau du Ghana, représentée par un Mauritanien. Ils ont pris contact avec moi. Ils m'ont dit, nous, on est prêts pour ce projet. Okay. Pour l'étudier, pour le construire, l'étudier là. Ils m'ont dit pour le construire. Le financement, ils m'ont dit, on peut le lever. Okay. Écrivez-moi, ils m'ont écrit. Je les invite, je les amène au ministère des Mines. J'ai rencontré le directeur du cadastre minier. Il me dit c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour la première fois, depuis qu'il est à la veille de la retraite, mais la première fois, on voit une lueur d'espoir. D'accord. Quelqu'un qui nous parle des chemins de fer qui va relier une chérie à Tanit pour qu'on puisse, juste à Tanit. Il me dit ça, c'est vraiment une belle. Il faut que tu rencontres le ministre. Je rencontre le ministre. Il me dit c'est vraiment incroyable. Je lui dis bon, la société est là, ils veulent signer. Il me dit non, moi c'est la part, parce qu'il y a une partie qui concerne les chemins de fer, donc c'est le ministre du Transport. On la cherche, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà pris un rendez-vous au niveau de la présidence avec le ministre secrétaire général. Il leur dit c'est vraiment une aubaine, c'est quelque chose d'incroyable. On va voir ça. Après j'ai dit c'est pas suffisant. J'ai demandé au directeur du cadastre minier de me donner la liste des gens qui ont des permis d'exploiter. D'accord. Ils donnent la liste, on leur offre un petit déjeuner au niveau de l'hôtel Vasque. On les réunit et la société vient pour retrouver ce projet. Ils étaient tous aux ans, vraiment. La plupart, on voit un espoir. Après, il y a eu l'élection présidentielle, on croit que ça allait bouger. Entre-temps, j'ai eu 4 autres sociétés, 3 sociétés chinoises. Ils sont venus, ils ont écrit qu'ils sont prêts à exécuter et financer. Et après, il y a une société turque, la même chose. Comme je suis, comme je vous ai dit, un directeur d'une institution, j'ai essayé de transmettre à qui de droit toute cette documentation. Je sais qu'elle est partie jusqu'à la présidence, la primature, tous les ministères concernés. Mais mon rôle s'arrête là-bas parce que je ne peux pas prendre la main des gens pour leur dire venez, vous savez. Et donc voilà, ce projet est resté là où il est. Chaque fois, ils m'appellent, ils disent pourquoi. Voilà. Mais c'est difficile à expliquer parce que parmi toutes les personnes que vous avez citées, tout le monde semblait enthousiaste à faire avancer ce projet. Il y a l'enthousiasme et il y a l'action. Il y a des gens qui sont disponibles, mais l'action. Après, il y a, comme je vous ai dit, les changements. Il y a l'élection présidentielle, 2-3 mois sans activité. Après, le ministre part, un autre qui vient. Le ministère est scindé, un nouveau vient, et voilà. Donc, ce projet devait être porté par la présidence ou la primature. Pourquoi? Parce que c'est transversal. Il y a une partie transport, donc il y a un ministère du transport.
Il y a une partie portière, il y a un ministère portière, mais il y a aussi une partie mine, il y a un ministère des mines. Donc il y a 3 ministres aujourd'hui qui doivent piloter ce projet. Et comment ils peuvent piloter ce projet? Chacun dit, cette partie ne me concerne pas. Il y a une prise de responsabilité. Donc, moi, je crois que ce projet, c'est soit le Premier ministre qui doit le porter ou le président de la République. D'abord, un projet strictement de 1,5 milliard $, ou la primature qui doit le faire, parce que c'est eux qui peuvent faire un comité interministériel pour dire on va travailler sur ce projet. Même si je n'ai pas eu de cette opportunité, même si je n'ai pas ouvert ce projet, mais la logique. Vous avez crié fort, vous écrivez partout qu'on a des ressources incroyables. Mais jusqu'à quand on va continuer à les dire? Mais exploiter ces ressources. Pourquoi attendre que moi je sois atteint, tout Paul, trouve des trucs? Non. Pourquoi le ministre des Mines ne vient taper à la première tire, amener un truc et dire ça, c'est mine, il faut ça? Pourquoi le ministre va convaincre son ministre des Transports, lui-même prendre le temps? Rien de 3 ministres. La pêche, l'énergie, et le transport et les mines. Pourquoi non. Pourquoi on attend comme je vous dis? Non, parce qu'on gère le quotidien, on veut rester là. Un ministre, un directeur, il gère la longévité dans le poste. Voilà. Donc, le ministre, il a un contrat d'une journée. Chaque jour, il sait que chaque jour, il peut y avoir un remaniement, il sort. Et le directeur d'une société, il a une semaine. Chaque conseil, il peut aller. Et quand chacun est omnibulé, est-ce que je serai là demain et l'autre sera là la semaine prochaine, c'est l'inaction. Et si des gens comme moi qui sont prêts à partir aujourd'hui même tentent de faire bouger les choses, je suis tenté. Mais je crois qu'il doit y avoir un effort exceptionnel pour qu'on puisse bien inscrire. Ça fait beaucoup de freins en tout cas à l'investissement. Et au développement. Carrément. Ouais. Mais au-delà de cela, j'ai envie aussi de parler un peu de votre management du port de Tanit. Il y a plusieurs défis au port que vous avez aidé à résoudre pendant votre direction du port, dont l'usine de glace, l'électricité, le transport. Est-ce que vous voulez donner ces anecdotes au public? Ouais. Au port, comme je vous ai dit, lorsque je suis arrivé au port... Le transport, par exemple. Voilà, lorsque je suis venu au port, j'ai trouvé devant moi cet état d'un projet mort-né ou prématuré, très loin, lancé très loin, avec des défis incroyables. Donc, d'abord le transport du personnel. Je vous ai dit qu'il y avait une centaine de personnes, bon, j'ai doublé le nombre. Et il y avait après 2 bus qui amènent le personnel. Et donc, bus pour plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Il y avait devant moi, j'ai trouvé une centaine de personnes d'employés, et donc il y avait 2 bus. Ces 2 bus, ils avaient une capacité de 28 places. Et donc à peu près, ils ne peuvent faire qu'une fois aller-retour, et donc ils ne peuvent faire que ça. Donc il fallait tout de suite chercher à augmenter. Or, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et je ne peux pas faire d'appel d'offres pour acquisition de bus quand il n'y a pas le financement de ces bus. Donc, en tant que financier spécialisé dans la finance participative, j'ai dit, je vais mettre en place un mécanisme d'achat-vente, d'achat de bus, mais location-vente. D'accord. Trouver un fournisseur qui va acheter lui-même les bus, nous les louer, c'est-à-dire nous les vendre, mais sous forme de location. Parce que s'il va vendre, ça veut dire qu'on rentre dans l'appel d'offres, il faut acheter. Mais si c'est une location, la location généralement des voitures n'a pas besoin d'appel d'offres, surtout si quelqu'un te donne une option que dans 2 ans, si tu respectes les échéances, il va t'offrir ces bus gratuitement. D'accord. Donc j'ai dit, j'ai fait une consultation restreinte et j'ai trouvé une entreprise de transport qui est bien connue ici de la place et il nous a dit, ok, nous on vous offre 2 bus sorties ici, l'un de 28 places et l'autre de 14 places. Ça fait 42 au moins, ça va doubler votre capacité. Vous allez nous payer 3 millions par mois, ça fait 100 000 par jour pour les 2 bus, 50 pour 50. On prend en charge le chauffeur, l'entretien et les réparations, vous prenez en charge que le gasoil. Okay.
Et dans 2 ans, vous aurez des bus. Donc j'ai fait avec la location et je crois que en octobre, les bus seront propriété du port. Et quand vous les voyez, c'est des bus presque tout neufs. D'accord. Donc j'ai réglé ce premier problème avec. J'avais un autre problème très important, c'est l'eau. Il y avait une dizaine d'installements qui étaient gâtés depuis 1 année et demie. Ils demandaient 40 ou 60 millions et lorsque j'ai demandé aux employés, chaque fois on mettait de l'argent. Mais quelques mois après, parce que le public gère mal les projets privés, donc j'ai essayé de trouver en consultation avec mon ministre et le conseil d'administration. On a dit on va céder cette entreprise à un homme d'affaires. On a mis en place un appel d'offres. Des hommes d'affaires se sont présentés et Soudanais avec un partenaire mauritanien ont mis en place ont gagné le marché en disant on répare. Avec vos conditions dans 2-3 semaines, on va vendre l'eau au tiers du prix avec lequel vous amenez l'eau de l'auction. C'est-à-dire au lieu de 9 000 que vous payez la tonne au citerne. Exactement. 3 000 et on vous offre l'eau 24/24. Pour le port, il doit y avoir quelque chose. Il dit au port, on leur dit, mettez 500 ouïas pour le port, c'est le prix. Donc aujourd'hui, ils mettent 500 ouïas pour le port. Pour ces recettes, ils vendent l'eau à 3 000 et il n'y a pas de problème comme à l'auction. Donc on a réglé ce problème encore par ce partenariat public-privé. On avait un problème d'électricité. La Somelec, le port a été créé avec une centrale autonome, centrale thermique. Et lorsque ça a commencé à travailler, l'activité ne pouvait pas supporter 10% de l'activité, de la force, de la puissance de la centrale. Donc c'était quelque chose. C'est-à-dire la centrale qui a été tellement forte. Elle était trop forte pour le port. Parce que le port n'avait besoin que 10% de ça. D'accord. L'État a pris cette centrale et en contrepartie, elle a mis en place le réseau. Elle a connecté le port au réseau par le câble aérien, des poteaux jusqu'au port, et donc le port a commencé à voir. Mais cette électricité le réseau qui est interne au port était faible. Donc quand un investisseur vient et dit je veux faire un abonnement, la Somelec lui dit non, ça on ne peut pas t'abonner parce que le réseau interne du port n'est pas normalisé au réseau national. Donc il faut que le port investisse 50 à 60 millions de dollars pour normaliser son réseau pour qu'on puisse faire des abonnements. Et j'ai trouvé ça devant moi, ce problème, avec ce devis. Donc, j'avais encore un autre problème. J'avais une usine qui a été offerte par les Émiratis, le fonds Abu Dhabi, qui a été exécutée dans l'opacité totale. Et les gens qui l'ont exécuté, vu que c'était un don, l'État n'était pas trop regardant. En tout cas, ils nous ont amené une technologie des années 70 qui consomme énormément d'électricité et manuelle. Et donc cette usine, le président de la République l'avait inaugurée en décembre 2023. Et donc lorsque on a voulu la faire travailler avec un groupe, on a vu qu'elle consommait 1000 litres par jour de gasoil et là, toute sa production ne peut pas couvrir ça. Donc on l'a laissé fermer. Finalement, j'ai dit, c'est triste que le président de la République inaugure une usine et qu'on la laisse comme ça. Donc, la Somelec, elle dit, comme d'habitude, nous, on ne peut pas vous faire un abonnement tant que le réseau n'est pas normalisé. Après, j'ai dit, OK, il nous faut normaliser ce réseau et il nous faut faire fonctionner cette usine. J'ai fait encore une consultation restreinte, j'ai trouvé un homme d'affaires qui accepte d'avancer sur la vente éventuelle de la production de l'usine, le montant nécessaire à la normalisation du réseau. Donc, il a payé vers 50 à 60 millions de matériel qu'il faut pour normaliser notre réseau. D'accord. En contrepartie, on lui a dit, on va te vendre la production éventuelle, potentielle de cette usine à tel montant, à tel prix, et tu verses au port tel dividende sur cette production. Il dit, OK, on signe un contrat, il le fait. Aujourd'hui, l'usine, c'est pour le port. Techniquement, le port supervise ça, mais lui, il a ce qu'on appelle la production de glace qu'il vend. Et il s'est fait payer aujourd'hui sur ça. La même chose au niveau de quelques autres projets. Donc chaque fois que je trouve quelque chose qui demande un investissement lourd et que l'État ne me donne pas les moyens, j'ai fait un montage pour qu'un privé national puisse prendre en charge cet investissement
moyennant des entrées pour lui et moyennant un versement d'entrée au niveau de l'État. Ces montages, je pense, ils trouvent leur origine dans votre expérience en tant que financier. Exactement. En tant que financier, en tant que spécialiste de l'investissement et en tant que un peu connaisseur de la finance participative. Il y a un dernier montage dont j'aimerais parler, c'est celui que vous avez fait lorsque vous étiez directeur à la Procapec, juste après la crise de 2008. Ah oui, la crise de 2008, dans le temps, on est déjà à 18 années, à 17 années. La même chose, c'est l'innovation et c'est l'action. Moi, avant d'être directeur général de Procapec, j'ai été directeur régional de Malibou. Et je voyais défiler des ministères qui faisaient partie du commissariat dans le temps chargé de droits de l'homme ou l'insertion. Il y avait toujours des fonds de quelques ministères en charge des femmes, l'insertion des jeunes, l'insertion. Ils viennent dans des villes, ils réunissent les femmes des coopératives et devant les caméras de la télé, on leur fait du crédit, un chèque de tel montant, vous l'avez, et je veux que vous créez des boutiques communautaires et vous vendez moins cher à la population. Je voyais ça lorsque j'étais à Nouadhibou, j'ai dit c'est triste quoi. On fait du crédit en direct à la télé, donc la propagande et du populisme, mais aussi ce crédit ne pourra jamais être remboursé. Et quand bien il est remboursé, c'est un crédit qui ne pourra pas, cet investissement ne pourra pas atteindre l'objectif, c'est vendre moins cher. Parce que si tu me prêtes de l'argent pour que je fasse une boutique, tu ne peux pas m'exiger deux choses. Rembourse et vend moins cher à la population. Même si je suis prêt, tu ne peux pas pour chaque boutique mettre un gardien là-bas. Tu dis, regarde si Diagana est en train de vendre moins cher. Donc c'était voué à l'échec. Il y a eu la crise de subprime de 2008 qui a eu pour conséquence une crise alimentaire, des produits qui se sont envolés. Absolument. Et j'étais proche de l'ancien président Sidi Cheikh Abdallahi, qu'Allah l'accueille dans son saint paradis, et j'étais proche de l'un de ses conseillers, Khalil Nahoui, et je leur ai proposé que lorsque moi je vais aider, parce que j'ai un réseau national qui s'appelle le réseau d'épargne, caisse d'épargne et de crédit, mais l'idée est venue des Canadiens où ce n'est pas seulement déposer de l'argent et prêter de l'argent, mais cette coopérative, parce que c'est un système coopératif, doit pouvoir proposer des services à leurs membres. Et ces services peuvent être une coopérative, une boucherie, une petite fabrique, une banque même parfois au Canada. Donc tout ça, les gens ont droit d'utiliser ça pour le bien-être des membres de la coopérative. Donc moi j'ai dit, je vais essayer d'aider mon pays par la mise en place, j'ai 50 caisses, je vais mettre en place 50 boutiques à côté de ces caisses. Et chaque boutique, il y aura 2 fonctionnaires. Donc eux, ils ne cherchent pas à gagner de l'argent parce qu'ils s'en foutent, ils sont payés par mois. Okay. Et donc eux, il y a un qui supervise et l'autre qui vend. Donc le superviseur doit avoir un bac plus 2 ou 3 ou 4 et le vendeur, quelqu'un qui peut avoir un moyen du bac ou juste un bon commerçant qui vend. Censé vous êtes payé et donc on vous demande que ces prix soient fixés, soient affichés. Donc on a commencé à mettre ici et on a dit qu'on va le mettre. Après il y a eu un conseil extraordinaire des ministres et sur ce conseil, ils ont dit qu'il faut faire des boutiques communautaires rapidement pour aider les gens. Et chacun a amené ses idées, donc un chef, j'ai besoin de 100 millions, l'autre j'ai besoin de 50, j'ai besoin de 200, et je vais à partir distribuer ça à des femmes, des coopératives pour qu'ils vendent moins cher. Le conseil là du président que moi j'ai une autre approche et ils m'ont appelé, je leur ai dit mon approche. Après ils ont dit sur combien de boutiques tu peux faire, j'ai dit je peux faire centaines sur. En tout cas on s'est mis d'accord pour 250 boutiques. Et ces 250 boutiques, je leur ai dit je vais préfinancer ça, ils vont nous verser des frais frais administratifs pour nous aider à mettre en place ça. Donc à peu près 100 millions a été versé à la Procapec comme ressource et on a commencé à mettre en place ces boutiques. Il y a eu le coup d'État juste après, quelques mois, et on a pris toute la structure de ces boutiques, on a amené à la primature, et on a confié ça à un conseiller du Premier ministre, Rahmou, ce conseiller, et on a appelé ça boutique ML. Les boutiques ML que tu vois, après ils sont partis à quelques 2000 boutiques. D'accord. Mais ces boutiques, on les a pris très rapidement avant que je finisse le montage, parce que ces boutiques, quand tu vends des produits alimentaires, le riz, le blé, le sucre, le thé, l'huile,
Ça, c'est bon. Mais dans la ration alimentaire, il manque la partie viande, ou poisson, ou poulet. Il y a une deuxième chose qui était importante, il faut que les gens, pour qu'ils puissent acheter, il faut qu'il y ait du cash. Or, comme on connaît bien, dans les coins, les boutiquiers, les voisins, ils les prêtent. Ils les prêtent jusqu'à la fin du mois, ou jusqu'à la fin de semaine. Si aujourd'hui, ces boutiques ne prêtent pas, et si ces boutiques, la personne ou la famille n'a pas de quoi acheter de la viande, du poisson ou du poulet pour mettre ça avec le riz ou le blé, le couscous, c'est un problème. Donc moi, j'avais imaginé de mettre en place des coopératives. Pour chaque 30 familles, j'avais imaginé leur donner la ration. Ils avaient encore un autre problème qui était dégradant. On ne pouvait pas vendre en gros, on pouvait vendre qu'en détail. Et en détail, il faut faire un rang, très long rang. Et les familles qui sont un peu complexées ne veulent pas qu'on les voit en train de faire l'argent. Okay. Donc j'ai dit, il faut faire ça de manière discrète. Il faut organiser les familles par 30 familles. Et chaque famille, des 30, on va leur donner la quantité par jour nécessaire, suffisante de riz. 2 sacs, 100 kg de riz. Voilà, c'est 100 kg de riz, on va leur donner ça de manière qu'ils vont partir chez eux, ils vont la distribuer de manière discrète et plus humaine. Okay. Et donc, j'étais en train de mettre ça en place pour éviter le rang et pour éviter de vendre. Parce que si tu vends en gros, il y aura la spéculation. Quelqu'un vient, il prend un sac et il le revend. Okay. Ou tu dis aux gens, faites le rang et c'est dégradant. Chaque 30 familles, je devais les organiser en coopérative de consommation. Ils vont avoir la quantité de riz, disons 100 kg de riz, une 50 litres d'huile, la quantité nécessaire de sucre et de blé. Mais on devait leur donner le prix d'une vache ou d'un chameau qu'ils vont acheter et partager entre elles. Ok. Parce que tu ne peux pas vendre la viande. Donc, chaque famille, chaque jour, il y a 30 familles qui vont acheter ensemble. C'est ce qu'on faisait traditionnellement dans nos villages. Et bien parfois ici, il y a 4 ou 5 personnes qui se réunissent, achètent un truc et ils découpent. Donc moi j'ai dit, on fait 30 familles, chacune une vache, ou un chameau, une chamelle, ou 2 moutons, ou 3 moutons, et qu'ils se partagent, et ils gagnent de trucs. Donc ils vont avoir de la bonne viande. Et ils vont avoir tous les morceaux de viande, du foie, de roues, de tout, quoi. Chacun aura sa part. Et en même temps, ouvrir la possibilité de faire du crédit à ceux qui n'ont pas, mais solidairement par les 30 familles. Nous, on est 30 voisins. On connaît que ce type, aujourd'hui, il y a quelqu'un de malade, ou il ne travaille pas, ou quelque chose. Aujourd'hui, il dit, mes amis, moi, pendant cette semaine, je n'ai pas de quoi payer. Et donc, ok, la coopérative te prête ça, jusqu'à ce que ça rentre, mais on va te faire le recouvrement. Okay. Donc, je devais mettre en place tout ce système. Et j'ai été stoppé juste avant de le finir. Et les gens ont pris partie de l'idée. Ils disent on va faire ça et ce qui s'est passé, voilà. Comment c'est stoppé? Stoppé, il y a eu le coup d'État. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, comme je vous ai dit, j'ai été victime d'une cabale politique comme le Premier ministre, le Président, quelques ministres, on nous a tous arrêtés. Mais comme je vous ai dit, j'étais très proche, malgré que j'étais juste directeur CAPEC. Pour CAPEC, j'étais très proche du Président et de sa famille. Et donc, pour moi, pour l'ancien président, j'étais quelqu'un à battre. Et donc, ils m'ont envoyé avec tout ce monde en prison pendant 2 ans par ces accusations. Et alhamdoulilah, je suis le seul qui a été acquitté parce que j'ai tenu à ce que je sois jugé. Et j'ai été jugé, j'ai été acquitté, alhamdoulilah. Donc, on m'a stoppé, comme je vous ai dit, quand tu fais des choses, tu triques. Les gens commencent à t'attaquer, et donc on stoppe. Donc on m'a stoppé sur cette lancée. Et voilà, comme on m'a stoppé ici, quand je suis au port, qu'on va me stopper chaque fois que j'ai la société est difficile, l'humain est envieux et les BR sont forts. Parmi tous ces blocages que vous avez vécus, quelle est l'expérience que vous pensez la plus aboutie, ou en tout cas l'expérience de laquelle vous êtes le plus fier? Que ce soit la Procapec, la PIM, Portanis ou même vos expériences à l'international? Réellement, au fond de moi-même, je suis satisfait de ce que j'ai fait dans là où j'ai passé. Mais la seule fois au niveau national où je n'ai pas été stoppé, c'est lorsque j'ai été, parce que je n'étais pas la première personne. J'ai été le directeur général adjoint de la PIM, avec Aïssata, on se comprenait à merveille. Et donc on était comme 2 directeurs généraux pour une agence. Et donc, j'avais la liberté de faire ce qui me semblait juste. Chaque fois que j'avais un ministre de tutelle qui me comprend, j'avais
je pouvais finir quelque chose. Ça a été avec Khan Ousmane, lorsqu'il était directeur. D'abord, je l'ai connu lorsque j'étais directeur général de la Procapec, il était gouverneur de la Banque centrale. Et tant qu'il était là-bas, je n'avais pas de problème. Le jour où on l'a enlevé, on a amené un deuxième, j'étais l'homme à abattre. La même chose lorsque j'ai été à la CAPEC, j'étais avec Khan Ousmane et j'ai quitté, il était le ministère de tutelle et j'ai quitté, il est toujours le ministère. Donc, la période où j'ai passé avec lui, c'était une période où il comprenait ce que je fais, il ne me bloquait pas et donc je faisais ce qui me semblait bon, comme partout. Et avec Aïssata, on se comprenait bien, à tel point que la différence entre elle et moi, c'était celle qui a la signature financière. Mais tout le reste, elle me laissait la gestion, vraiment, elle me laissait le choix de faire des choses et qu'elle comprenne, elle me laisse. Donc j'étais bien avec les deux là, ils m'ont compris et j'ai amené jusqu'au terme mes ambitions pour la boîte. Et donc je l'ai quitté satisfait et sans regret ou envie de refaire des choses ou revenir pour faire des choses que je n'ai pas complétées. D'accord. Au niveau de la Procapec, le coup d'État est venu, il m'a stoppé. Okay. Donc, malgré ma proximité avec l'ancien président, l'ancien président Sidi Cheikh Abdallah Rahmou. Et avec, ici, j'ai été à l'aise avec Lam Al-Husseinou, l'ancien ministre, il comprenait, il voyait. D'accord. C'est la même longueur d'onde, donc je n'ai pas eu de problème. Il y a eu un autre ministère, c'était un choix différent. J'ai demandé à partir du port et je suis parti. D'accord. Lorsqu'on réfléchit un peu à votre manière de manager, je pense qu'il y a beaucoup de management, en tout cas non conventionnel. Vous essayez de souvent trouver des solutions créatives aux problèmes que vous trouvez devant vous. Est-ce que vous pensez que ça contribue au fait que lorsqu'on voit comment l'administration fonctionne, est-ce que cette manière de gérer une institution peut contribuer au fait qu'on ne vous comprenne pas d'une part, mais aussi qu'on essaye de vous arrêter parce qu'on pense que vous ne suivez pas les procédures ou que vous ne suivez pas le chemin qui est tracé? Non, moi je crois que, comme je disais dans ce pays, que dans beaucoup de faits africains, il y a des forces qui veulent le statu quo. Et il y a quelques cadres qui ont une vision et qui veulent partir. Moi je suis un homme d'action. Je n'y fais rien, je suis pressé, comme on dit. C'est un inconvénient que je me reconnais. Parfois c'est bon, parfois c'est risqué. Mais j'ai toujours la chance, dans mon action, dans ma rapidité, de réussir ce que je veux faire. Je suis quelqu'un qui est trop transparent, qui fait confiance à tout le monde parce que j'aime le bien pour tout le monde. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui peut te vouloir du mal gratuitement. Et donc, quand je communique, que ce soit à Procapec, cette communication, ou au port de Tanit, ou à la PIM, cette communication dérange des gens. Et parfois, il y a des choses qui sont, quand je trouve plus tard l'information, les gens ne comprennent pas. Quand je viens au port de Tanit, on me dit, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un port délaissé. Moi, je veux que les pêcheurs viennent, que les visiteurs viennent. Je veux faire de l'attractivité de ce bout de désert qui est Tanit. Mais comment voulez-vous que je sois discret dans ma gestion et réussir? Qu'est-ce que je vais réussir? Où est-ce que je vais trouver? Chaque bateau qui va entrer au port, il va payer des frais d'accostage. Quand il va prendre de l'eau, il va nous payer sur l'eau. Okay. Quand il prend l'électricité, il nous paye un peu sur l'électricité. Quand il prend le gasoil, il va payer un peu sur le gasoil. Quand il va prendre de la glace, il paye de la glace. Donc un bateau qui vient, j'ai 5 recettes. Et donc il me faut faire appel à qu'il y ait beaucoup de bateaux. D'accord. Et comment je vais faire beaucoup de bateaux? Est-ce qu'il faut dormir tranquillement? Non, il faut commencer à qu'ils viennent. Et espérer qu'ils viennent. Donc je vais communiquer pour que les bateaux viennent. Après, on me dit qu'il y a 1000 hectares qui doivent prendre 1000 usines. C'est prévu dans. C'est pas moi qui ai créé le décret du pôle de développement de 2020. C'est un décret pris en conseil des ministres. Ce décret, il dit que c'est un pôle de développement qui doit avoir de l'attractivité. Si on me donne ça, on me dit amène des investisseurs. Vous croyez que je peux dormir, être enfermé dans un bureau à 70 km, revenir chez moi et dormir, et que les investisseurs vont venir tomber du ciel comme ça? Non, il faut communiquer, voyager et parler d'investissement.
Ça n'a jamais été compris. Je dis, comment le port? J'ai été une fois invité d'un groupe au niveau du secteur de la pêche 2030 où il y a énormément de personnes et tous, paraît-il, et ça, moi, je ne crois pas qu'au niveau de ce monde, la Mauritanie, le monde microcosme Facebook, WhatsApp et autres, en train de m'attaquer en disant que je suis en train de sortir complètement de ma mission, que je suis en train de chercher l'investissement. Quelle est la relation d'Ahmed avec l'investissement? Comme si ces gens ont donné ma lettre de mission ou ils ont travaillé avec moi. Mais je suis rentré, je les ai expliqué. Le pôle de développement, le port. Mais quelle est la relation entre le pôle de développement? Je leur ai dit, le port de Tanit est juste une petite composante du pôle de développement de Tanit. Le pôle de développement de Tanit, c'est 1000 hectares qu'il faut peupler d'investisseurs, il faut faire de la communication. Ça dérange beaucoup. Je me fais que des ennemis grâce à ça. Et les autorités, surtout les hautes autorités de l'État, ils devaient eux aussi être au courant. Pourquoi j'ai fait ça? Et lorsque j'ai fait ça, et quand la situation du port sort au grand jour, la situation est difficile. Moi, je suis rentré dans la situation, je dis toujours au crédit, j'ai trouvé ce port à 70 sous zéro. J'ai fait tout cet effort pour l'amener à prendre sous zéro. Donc, je l'ai laissé. Je l'ai eu très difficile, dans une situation extrêmement difficile, et j'ai laissé dans une situation très difficile, mais qui évolue. Quand aujourd'hui un directeur vient ou un nouveau ministre vient, il voit la situation, il dit: ah bon, nous on voyait à la télé, on croyait que le port est devenu la SNIM. Or, apparemment, le port a des difficultés. Mais est-ce que dans une de mes publications ou dans une de mes sorties médiatiques, j'ai dit que le port de Tanit est rentable, qu'il a des milliards dans la banque? Non. J'ai jamais dit ça. Quand je sors, j'ai toujours communiqué, c'est une action. Un forum, une intervention, un investisseur qui vient nous visiter, ou une publicité qu'on a 1000 hectares destinés aux investisseurs avec des avantages. C'est tout. Toute ma communication, elle est sur ça. Or, en faisant cette communication, les gens commencent à entendre parler du port. Tout de suite, ils comparent port SNIM. Et quand ils entendent parler que le port a des difficultés pour payer 120 millions d'électricité de retard qu'avant moi, c'est comme une bombe. Ah bon, le port a des difficultés? Oui, il a des difficultés. Le président croit que le port de Tanit était, m'envoyant à la télé, il a oublié la situation dans laquelle je lui ai amené la situation du port. Il oublie ça. Parce qu'il dit que depuis quelque temps, il voit que je communique beaucoup, ça veut dire que le port est sorti. Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Lui aussi, il ne comprend pas comment je cherche des investisseurs, comment je suis avec des hommes d'affaires. Quand tout le monde est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire que je suis mal compris. Et quand on lui amène une situation, on l'amène à quelqu'un, le port il a des difficultés d'argent, le port est endetté, le port... Ah bon? Oui, il est toujours. Parce qu'il n'a pas de recette. Lorsque j'ai fait la communication, le port était délaissé par les bateaux, il y a eu à peu près 200 bateaux et le port est devenu embouteillé. Et on m'appelle pour me dire, depuis 2 jours, je cherche à débarquer, mon poisson va gâter et je veux que vous m'aidiez. Donc on a compris la limite. Et même cette communication qu'on a fait, même si elle a amené toute notre capacité d'accueil de ces bateaux, c'est faible. D'accord. C'est faible. Donc, il faut autre chose. Il faut créer ce pôle. Il y a des terrains qui devaient être distribués pour créer une ville autour de ce pôle. Tout ça a été bloqué par un membre du gouvernement ou 2 membres du gouvernement, gratuitement, un décret en 2020. Et on était là. Donc, et quand je parle, j'entends parfois dire ton successeur a une situation difficile. Oui, je lui ai laissé une situation financière difficile. Elle était difficile. Elle va continuer à être difficile. Et lui, il va partir, elle sera difficile. Si l'État ne verse pas d'argent. Et quelle est la situation difficile de la Somelec? Situation difficile de la SND, situation difficile de la zone franc, situation difficile de la Mauritanie. Ça, c'est des fleurons de l'économie où leur situation est extrêmement difficile. On met des personnes, on leur donne du temps, ils ne réussissent pas. Si je dis ils ont échoué, je ne veux pas être très taquin à leur enquête, je dis ils n'ont pas réussi quand même. D'accord. Mais tout de suite, on les amène dans un poste beaucoup plus juteux, beaucoup plus important que là où ils étaient. D'accord. Tous les gens qui ont passé à la zone franche, est-ce qu'il y a un qui est dans la rue? Tous les gens qui ont passé à la Somelec, est-ce qu'il y a un qui est dans la rue? Les gens qui sont passés à la SND, est-ce qu'il y a un qui est dans la rue? Les gens qui ont passé à Armut. C'est ça. Où est-ce qu'on est? Parce que, mais non, au moins ces gens n'ont pas communiqué, n'ont pas bougé.
n'ont pas voulu bouleverser les choses. Vous pensez qu'ils ont joué le jeu? Mais c'est tout le monde. Ici, on me le dit. Mes cadres, mes amis, moi je suis un vieux, j'ai 56 ans. J'ai connu 40 ou 50% des cadres de ce pays. Mais tous me disent non. Ahmed, tu te fatigues, tu vas te fatiguer, tu communiques. Il ne faut pas communiquer. Tu veux rester, gère la truc. Prakapek, on m'a amené. Mais ma prédécesseur à la Prakapek, mais c'est 16 ans. Je l'ai quitté vers la prison en 2009. Et celui qui est venu après moi, il est toujours là-bas. On n'a plus entendu parler. La seule chose que quelqu'un qui me remplace, il dit pas de communication. On ne veut plus communiquer. Et il dure. Et 16 ans, j'ai quitté la Procapec il y a 16 ans. Et qu'est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est développée. J'espère qu'elle est bien développée. J'espère qu'elle est bien. En tout cas, il est là. Donc, quand vous ne communiquez pas, vous restez. Vous gérez ce qu'on appelle des trucs. Et moi, c'est plus fort que moi. Donnez-moi quelque chose qui ne demande pas la communication, je ne vais pas communiquer. Mais je suis un commercial. D'accord. Moi, je suis un commercial. Si quelque chose peut être, si la communication peut aider, je n'ai pas peur. Parce que quand tu communiques, tu auras des ennemis et tu auras le contrôle. J'ai communiqué pendant une année pour faire le port et les gens se sont réveillés. Ah, apparemment, les BR commencent à rentrer. Mais il est en train de faire, ça veut dire qu'il y a des milliards. Envoyons-nous l'IGE. L'IGE vient, il fait avec moi, pour contrôler mes 12 mois, il a fait avec moi 9 mois. 9 mois pour contrôler 12 mois. C'est long. C'est très long. Et c'est 9 mois quand tu es avec les jeunes, tu n'as pas le temps de faire ou de bouger. Mais moi, même, j'ai bougé. Je voyageais, je continuais parce que je ne gérais rien. Moi, j'ai trois particularités. Un, j'innove dans ce que je trouve. Je ne veux pas trouver quelque chose et je le laisse comme ça. Je vais innover toujours dans ce que je trouve. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas rester tranquille. Deux, je communique parce que je suis transparent. Je n'ai pas quelque chose de caché. Parce que quand quelqu'un a des dossiers cachés, il a peur que quelqu'un vienne le déranger. Je n'ai rien à cacher. Trois, je décentralise beaucoup la gestion. Je ne gère aucun dossier. Et l'IGE, lorsqu'ils étaient venus, ils ont fait 2 mois, 3 mois, ils ne m'ont pas appelé. Je suis parti voir le chef d'inspection. Je lui ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je crois que vous allez commencer par moi. Il m'a dit non. Nous, on a des directions, on a des dossiers. Et chaque fois, on passe par le directeur. S'il nous dit ça, c'est le directeur qui nous a dit. On vient te voir. Mais chacun assume et il nous donne des explications. Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de toi. D'accord. Et donc ils ne m'ont jamais appelé. D'accord. Je ne m'ont jamais confronté que par écrit sur une action de vente de kiff par écrit avant le truc. Mais tout le reste, on ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, ne serait-ce que verbal ou écrit. Parce que c'est qu'ils ont sorti le rapport provisoire de 30 pages, après 9 mois de contrôle, que je me réjouis de ce rapport qui ne fait aucune indication sur une malversation, corruption, préjudice d'inouïa ou d'un centime. Comme j'ai dit toujours au monde, j'ai pris des décisions de gestion qu'ils peuvent critiquer, que je peux critiquer, que le président peut critiquer, que moi je peux critiquer, parce que je suis le gestionnaire. J'ai ce pouvoir de faire, est-ce que j'ai mis mon téléphone là ou je le mets sur la pochette. Tant que je respecte le truc, non. Mais si j'ai dit mon téléphone, je le mets sous mon pied, tu es sorti de truc. Donc, mais tant que j'ai un téléphone, je mets ce téléphone ou ce costume, j'ai le truc à l'envers, je respecte. Donc moi aussi, je suis quelqu'un qui croit, avec une expérience de 32 ans, qu'il a une capacité quand il y a un problème d'eau, un problème d'électricité, un problème de kiff, un problème de santé, un problème de restaurant, un problème de transport, des problèmes que l'État ne me donne pas de quoi les faire, je crois que j'ai le droit de les faire. Mais est-ce que ces décisions que j'ai à prendre, c'est des décisions qui ont porté préjudice à l'institution? Non. Si quelqu'un peut me dire non, il y a telle procédure, tu aurais pu faire, je m'excuse. Effectivement, on ne peut pas faire 2 omelettes sans casser des œufs. Peut-être qu'avec le nombre de problèmes d'urgence, peut-être que j'aurais dû, sur telle procédure, respecter telle procédure, mais quand même le fond, mais 90% de la forme ont été respectés dans tout ce que j'ai fait. D'accord. Ça, je suis là, et c'est pourquoi le rapport de l'inspection, c'était facile aujourd'hui de vous dire, oui, mais ces inspecteurs, ils m'ont dit des choses qui ne sont pas vraies, ils m'ont accusé de choses qui ne sont pas vraies. Non, je ne le dis pas. Donc, ce rapport, je le respecte. Il n'a fait aucun état de malversation, de quoi que ce soit. Il critique quelques-unes de mes gestions qui m'ont posé, mais j'ai répondu, et ces décisions, je le dis aujourd'hui avec toute la simplicité et la modestie possible, c'est des décisions qui devaient me valoir d'être décoré. J'ai eu, au niveau du port,
2 kiffs. Lorsque je suis venu, j'ai trouvé devant moi, à côté du bureau, 2 grosses kiffs de 500 mètres cubes chacune. Ok. Rouillées à côté du bureau. J'ai demandé c'est quoi. On m'a dit il y avait cette centrale que l'État a amenée en contrepartie. Ok. J'ai dit mais pourquoi ils n'ont pas amené ces kiffs? C'était les cuves dans lesquelles on stockait le carburant pour la centrale qui a été emmenée. Qui a été amenée. D'accord. Je leur ai dit pourquoi les gens n'ont pas amené ça. Ils disent non, parce que ces cuves ne sont pas déplaçables. Elles sont immobilisées dans le béton. Ok. Pour les enlever, c'est juste enlever des tuiles qu'il faut vendre, mais il ne faut pas les faire. Donc, ils ne sont pas déplaçables. Parce que les Chinois qui avaient construit le port n'ont pas construit ça avec l'option de mettre des cuves qu'on peut déplacer. Pour eux, ils ne seront jamais déplacés. Et donc, les gens ont été obligés de partir construire des cuves pour la centrale là où elle a été amenée, à Kermassé. Ils ont laissé ces cuves là-bas. La rue commence à l'étriquer. 6 mois après ma nomination, le président de la République devait passer pour inaugurer un certain nombre de projets. Et lorsque il l'a fait, on a dit ces kiffs ne sont pas jolis, etc. On dit bon, il faut les enlever. J'appelle des gens, on m'a dit pour les enlever. Je les venais carrément pour l'enlever dans pas des poubelles, mais au moins on aurait pu monétiser leur ferraille, vendre ça à des ferrailleurs, mais quand même dégager ça. On m'a dit que ça va prendre du temps, il faut payer des expertises parce qu'il y a le risque de pollution autre. Et que ça prend du temps. Donc on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on va mettre une peinture rapide sur ça. On met une peinture rapide sur ça, une peinture anti-rouille, qui cache la rue qui est là-bas. Et le président est venu et les cuves, pendant quelques mois, que les gens passent, ils voient que c'est comme si c'est neuf. Or, en bas, il n'y a que de la rue. 2 hommes d'affaires qui sont passés nous voir, ils disent on a besoin de ça. J'ai dit bon, écoutez, je vais voir comment je peux. Vous avez besoin de ça, pourquoi? Ils disent pour les expatriés ici. Je dis effectivement, nous on a à peu près 15 stations gasoil qui amènent de gasoil dans des des petites citernes de Nouakchott jusqu'à Tanit et qui les vendent au bateau et ça coule dans des gouttelettes et c'est pour l'écologie c'est pas bon et pour le risque il y a même d'ailleurs malheureusement il y a 2 ans ou 3 ans un qui a amené 2 personnes a pris feu entre ici et Tanit et ils se sont décédés. C'est carrément risqué. Hein. Après, j'ai dit, ok, je vais faire d'une pierre plusieurs coups. Le port a besoin d'argent. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle un contrat de vente-exploitation. Et je vais demander à un juriste de me dire combien. Pas combien, la procédure. Comment mettre en œuvre cela? Je prends parmi les meilleurs experts juridiques. Il m'amène le processus. Je l'applique à la lettre. Donc, j'ai mis un avis sur bêta, donc public, on le met à l'avant. Donc, 2 personnes se sont présentées, 2 entreprises. Une commission a été mise en place, ils ont évalué, ils disent, bon, techniquement, il faut ça pour passer. Donc, techniquement, ils ont passé. Et financièrement, vu que techniquement, ils ont passé, il faut vendre à la mieux offrande. Donc, on a fait à la mieux offrande. Il y avait une différence juste de 5 millions de dollars. Mais cette société, elle était techniquement inférieure à la société qui était la moins offrande. L'autre a fait appel en disant que non, la procédure n'a pas été faite, des trucs comme ça. Et c'est parti jusqu'à la société qui avait la meilleure note technique. Il a fait un recours, c'est parti jusqu'à la commission d'arbitrage des marchés publics. Ils ont dit ça, c'est pas un marché, parce que généralement un marché, c'est l'État qui sort de l'argent et un fournisseur qui en devient. Or, vous, c'est le fournisseur qui vous donne de l'argent. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un marché, en tout cas. Donc, il a évité le recours et on a laissé cette truc. Maintenant, dans le contrat avec celui qui a appris, on lui dit, écoute, tu vas investir pour remettre à l'État ses cuves. Tu vas investir pour tirer des tuyaux, des tubes qui vont amener le gasoil jusqu'au pont pour les bateaux qui puissent s'approvisionner à quai. Et 3, tu ne concurrences pas les gens qui avaient des stations ici. Ça veut dire qu'eux, ils vont acheter avec toi quand ils ont un bateau. Au lieu d'amener le gasoil de Nouakchott, ils achèteront avec toi. Ils te disent, verse-nous ou livre-nous pour tel bateau. Et donc, il te paye, lui, il paye. Chacun prend sa part et c'est connu. Donc j'ai réglé 3 problèmes. Renflouer les caisses du port au manque d'argent, remettre un investissement à 100 millions d'investissements à peu près,
et régler un problème de sécurité, d'écologie et autres. Et d'approvisionnement. Donc, pour moi, c'est d'une pierre, j'ai gagné 3, 4. Je suis bien. Plus tard, les inspecteurs viennent me voir. La seule fois où les inspecteurs m'ont parlé, ils m'ont sorti ça. D'accord. En disant non, on n'a jamais entendu parler de contrat, comment elle appelle ça, de vente-exploitation. Il y a vente-exploitation, il y a location-vente, il y a vente-exportation. Les contrats, c'est pas. Donc, ils m'ont sorti, par exemple, dans leurs observations, qu'il y a une ordonnance depuis le CMSN, le Comité militaire de Saïd national, qui avait été sortie, que cette ordonnance dit que pour vendre un bien meuble, il faut qu'il y ait un représentant de la direction des domaines. Que nous, on n'a pas respecté cette procédure. D'accord. J'appelle l'expert qui m'a juriste, il me dit non, ça c'est le bien meuble, mais ça c'est immeuble. S'il était meuble, la Sonelec allait l'amener avec la centrale. Ok. Pourquoi on n'a pas pu l'amener? Parce qu'il est immeuble. D'accord. Par exemple, quelqu'un comme moi, si même j'avais fait ça en respectant ça sans prendre l'avis juridique, est-ce qu'aujourd'hui on aurait pu négliger les 3 ou 4 avantages que cette vente-exploitation à régler par rapport au respect d'une ordonnance qui demande la présence d'un agent du domaine pour ça, même si c'est vrai. Est-ce que ça... Dans toute action, dans des choses, il faut toujours mesurer. Et ça, c'est seul Allah Tabaraka Ta'ala qui est capable de pouvoir le faire pour quelqu'un. Donc on est à la prière. Qui peut aujourd'hui dire que ma prière ou celle de l'inspecteur général ou du président est exactement ce que Rasoul et ce qu'elle a dit? Non, on gêne, on part à la main. C'est ça. Même dans les choses sacrées, on accepte quelque chose, des erreurs, et des marges d'erreur importantes. Il y a des choses impossibles, on n'accepte pas. Vara al-Salat 16, il ne faut pas ce qui va être l'idée non avenir. Mais il y a énormément d'autres choses qui c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, si dans une gestion d'une entreprise comme celle du port, avec ses exigences strictes, s'il y a 30 ou 40% d'irrespect de quelques procédures, est-ce que ça diminue l'importance de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une corruption? Ça, si c'était une corruption d'1 milliard ou 1 milliard, c'est la même chose. C'est comme cela, si tu il y a des choses, donc ça sont des choses sur lesquelles on ne badine pas. Aussi, s'il y a une ouïa de corruption, une ouïa de malversation, une ouïa de préjudice, oui, ça, le gestionnaire peut être guillotiné si vous voulez. Mais si aujourd'hui on dit non, il y a un représentant du domaine qui devait être là et on va en faire un non. D'abord, il ne doit pas être là parce que l'ordonnance est perméable, mais même s'il était là, est-ce qu'on ne regarde pas cette entreprise publique qui n'est pas viable, qui est loin, qui a toutes ces difficultés? On a réglé ce problème, est-ce qu'on ne doit pas évaluer? C'est ça ce qui manque aujourd'hui aux inspecteurs, c'est cette capacité aujourd'hui à regarder la vision économique, à regarder la vision stratégique, à évaluer la vision entre la procédure respectée et les avantages tirés de cette procédure. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire être moins rigide sur les... Il faut être rigide, mais il faut être capable de dire, moi je vais faire un truc. Oui, ce directeur, effectivement, on reconnaît qu'il a fait tel, que ça a eu des avantages tels. Malheureusement, on croit que telle procédure n'a pas été respectée. Et à la fin, on laisse au président, au Premier ministre, le droit d'évaluer. Mais pas lui dire non, on s'en fout des avantages, on s'en fout de ce que ça a fait pour l'État, on s'en fout. Il y a une petite procédure. Mais je suis un peu satisfait parce que s'il y avait des détournements, on n'allait pas être sur ça. S'il y avait des malversations, on n'allait pas être sur ça. Et s'il y avait de la corruption non plus, on ne va pas parler de ça. On va se concentrer sur ça, chercher ma tête, me demander de rembourser, me foutre en pote. Mais vu qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas encore dire qu'il n'y a rien. Mais je les conseille quand même de voir la part des choses. Un gestionnaire, ce n'est pas un agent qui est là. C'est quelqu'un, on te donne une situation difficile, règle le problème d'eau, d'électricité, règle ce problème de cuivre, d'approvisionnement en gasoil, de salaire du personnel de tel. Il faut qu'il apprécie ça
avec les décisions qui ont été prises. Cette décision a été prise pourquoi? Est-ce que, croyez-vous qu'un homme d'affaires qui a versé au port 175 millions? Généralement, c'est le contraire. Ce sont des hommes d'affaires qui viennent dans les sociétés d'État, on leur donne des marchés avec des centaines de millions. Moi, je n'ai pas donné un marché de 10 millions, mais ce sont des hommes d'affaires qui viennent parce qu'ils ont confiance pour investir pour me régler tous les problèmes que j'avais. Donc, tous les problèmes aujourd'hui que j'avais du port, que l'État ne m'a pas donné les moyens de faire, j'ai fait des montages originaux, exceptionnels, qui ont permis à des hommes d'affaires mauritaniens d'investir parce qu'ils croient en moi, parce qu'ils croient en son projet et parce qu'ils croient qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et jusqu'à présent, les pauvres n'ont rien gagné. Ce type qui a mis, il y a 1 an et demi, 175 millions, jusqu'à présent, il n'a pas exploité une journée ses kiffs. Il attend d'avoir l'argent, de faire des études, de faire des trucs. Et entre-temps, l'État a 175 millions, mais les kiffs sont là-bas. La même chose pour celui qui a investi pour l'électricité, celui qui a investi pour l'eau, celui qui a investi dans le restaurant, tout ça, c'est des gens qui ont dans l'électricité. Tout ça, donc j'essaie de faire accompagner et régler mes problèmes par des hommes d'affaires. C'est des choses exceptionnelles que je devais être décoré et truqué sur ça, et non aujourd'hui d'être parfois critiqué ou même accusé par des rumeurs de je ne sais quoi, de trucs sur ça. Et donc pourquoi non? On croyait que il fait la communication, on croyait que le port est un Eldorado. Non, le port n'a jamais été un Eldorado. Je l'ai trouvé, comme je l'ai dit encore et je le répète, à 70 sous zéro. Je l'ai amené à 40 sous zéro, au 30. Et ce type, j'espère qu'il l'amène à zéro. Et zéro, c'est l'équilibre. Et ça, c'est 80% des entreprises publiques qui sont là. Mais vu que mes collègues ne communiquent pas, ils sortent pour d'autres promotions. Et moi, généralement, je subis la force qui ne veulent pas des changements, qui ne veulent pas d'innovation, qui veulent qu'on reste comme ça. Et je le fais. Mais je le fais sans aucune amertume. Je suis un soufi et je crois que c'est le rizq qui se stoppe. Et ce rizq, lorsqu'il s'est stoppé, il stoppe là. Et je ne cherche pas à savoir pourquoi. Je suis sûr que le rizq s'est stoppé dans ça. Le président nigérien, c'est lui qui a pris la décision, mais c'est plus fort que lui. C'est Allah qui dit Ahmed, son rizq à cet instant, des salaires de port doit stopper. À cet instant, des salaires de conseiller doit stopper. Et le président ne fait qu'exécuter quelque chose qui a été décidé à ma naissance. C'est pourquoi je ne l'en veux pas. Si un président m'enlève, je ne l'en veux pas. S'il me nomme, je ne l'en veux pas. Je sais que c'est de raison octobre. Il ne peut rien. Il a envie peut-être de me mener ministre et non. C'est lui qui va stopper cette activité. Donc je respecte ce qu'il fait. Parce que pour moi, c'est truc. Je suis bien que dans le privé. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision de quitter. C'est-à-dire j'ai quitté la première, c'est ma demande de direction générale du port. C'est ma demande. Je l'ai envoyé au président, je lui ai dit que je veux partir parce que je suis arrivé à un point où je ne peux plus me comprendre avec le truc. Le blocage était tel que c'est difficile soit de claquer la porte, soit de... Non, j'ai envoyé pour qu'il me libère parce que c'est devenu trop... La deuxième, elle est venue comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit c'est la passation avec mon prédécesseur qui leur a montré la réalité du port. Moi aussi j'ai une situation avec mon prédécesseur, mon successeur, donc c'est une réalité qu'il croyait que, mais moi la réalité est l'autre, moi je ne fais pas piller la sommelière, ça veut dire que j'avais pas d'argent. Et donc, mais l'explication que je trouve c'est que mais actuellement vous avez quand même tourné la page. Vraiment j'ai tourné la page et je n'ai pas envie de retourner de sitôt dans les affaires publiques. D'accord. J'ai envie de continuer à faire le privé là où je peux être à l'aise, que je n'ai plus peur de quelqu'un qui va, quand il me voit communiquer, dire oui, je vais parler, j'ai ma liberté de parole comme vous avez dans l'émission. Il y a des choses que j'ai dites tout de suite, je ne pouvais pas le dire si j'étais directeur général, mais je l'ai dit. Et il y a d'autres choses que je peux dire. D'abord, la liberté, elle est bonne quand quelqu'un a la liberté. Deux, c'est parce que l'action aujourd'hui, je suis proche de la retraite. Et ce qui me reste, c'est pouvoir aider la communauté et le pays. Les deux, c'est deux choses. Un, j'ai pris deux jambes. Une jambe avec l'association l'Afia Monka, la paix, la sécurité, la sérénité, et un pied avec Noujoum Mauritanie. L'Afia Monka, pour moi, c'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui dépasse ma personne, ma génération, la génération du président et tous, les ministres, tout ce monde qui est là. C'est pour le futur de ce pays.
lui, moi, tout ce monde, il ne reste pas peut-être grand-chose, 10 ans, 15 ans. Donc. Mais il a des enfants, moi j'ai des petits-enfants. Je crois qu'on doit travailler pour ces gens, on doit leur laisser quelque chose. Donc c'est pourquoi il faut faire en sorte que quand ils vont trouver la Mauritanie dans 10 ans, 15 ans, ils aient les chances que nous on l'a trouvé. Peut-être on l'a trouvé sous-développé, mais stable. Peut-être aujourd'hui on est endetté, mais stable. D'accord. On a la sécurité. Et cette sécurité, pour moi, il faut la faire de manière nouvelle. C'est qu'elle rappelle aux gens que quand on est le président et le planton, le ministre et les bergers, les milliardaires et les mendiants, l'homme et la femme, le petit et le vieux, le noir et le blanc, l'arabe et le non-arabe, tous, on a quelque chose de très commun. On a généralement 3 choses communes. Ces 3 choses devaient nous éviter beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a l'humain, la foi en Allah, qu'on est tous des musulmans, mais les musulmans et la foi, c'est des degrés. C'est pourquoi aujourd'hui, si tout le monde appliquait, pratiquait, il ne peut pas y avoir d'injustice, il ne peut pas y avoir de crime, il ne peut pas y avoir de tribunaux. Le premier crime de l'humanité a été commis par Qabil, l'un des fils d'Adam. Il y avait 2 fils. Ils sont musulmans, ils sont dans la même race, ils sont du même père, ils sont de la même mère. Ils sont les seuls avec leur père sur l'univers, donc ils peuvent être à l'aise. Mais Dieu a fait que l'homme est né avec le crime. Qabil a vu que son frère Habil, Dieu lui a donné 2 ou 3 choses que lui n'a pas. Et le jour où ça a éclaté, c'est le jour où Adam leur a dit chacun a une jumelle. Et pour peupler la terre, Allah a accepté que chacun ait sa sœur comme femme, comme épouse. Mais ils disent, Adam leur dit que chacun doit prendre la jumelle de l'autre. Okay. Qabil qui va tuer, il a une jumelle très belle, et Habil, sa jumelle n'était pas belle. Donc il se croit que c'est une injustice, qu'il devait marier sa propre jumelle. Donc il se croit qu'il n'accepte pas ça. Il a dit à Adam, pourquoi je marie sa jumelle, alors ma jumelle est mienne. Il dit, vous allez faire un sacrifice pour Allah, et si Allah accepte ce sacrifice, tu as raison. Habil, c'est un éleveur et Qabil, c'est un cultivateur. Chacun lui a dit, prends quelque chose de ce que Dieu t'a donné et le sacrifie. Habil, qui est bien, qui est stable, qui est juste, il a pris les meilleurs moutons qu'il a et il a donné un sacrifice à Allah. Et Habil, il a son champ, il a choisi des morceaux qui ne sont pas de valeur qu'il a donné. Allah a accepté le sacrifice de Habil, de Qabil. Okay. De Habil, parce qu'il a c'est un sacrifice de l'autre s'est fâché. Il dit non, je n'en peux plus. D'abord, il t'a donné de mon mouton, après, moi, il m'a donné un champ qui n'est pas très bien. Deuxièmement, il accepte ton sacrifice, moi, il n'accepte pas mon sacrifice. Et troisièmement, il te donne le droit de marier une très belle femme qui est ma jumelle et moi de marier celle qui n'est pas belle qui est ta jumelle. Donc je vais te tuer. Directement, je vais te tuer. L'autre lui dit, je ne le verrai même pas à ma messe, si tu me tues. Il prend une pierre et il lui fracasse le crâne. Donc, le premier crime de l'humanité est venu entre 2 frères, même père, même mère, les seuls au monde. Figurez-vous aujourd'hui demander aux Mauritaniens d'être maximum d'être commun. Donc ils peuvent s'entretuer pour les biens. Tu as une voiture, je n'ai pas une voiture. Tu as une maison, je n'ai pas de maison. Tu es ministre, je suis un boy. Tu as beaucoup de moutons, je n'ai rien. Tu es beau, je suis nul. Tu marches, je suis infirme. Dieu a distribué tout ça. Il nous distribue beaucoup de choses comme ça. Et donc, ça crée l'envie, ça crée la cisanie, ça crée de la frustration chez les gens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, leur dire non, vous êtes des frères, même père, même mère, vous êtes tous originaires d'Ahma, restez tranquille. Je ne crois pas que c'est facile pour quelqu'un dont la foi est limitée. Parce que si ta foi est limitée, tu ne peux pas dépasser vers ça. Tu ne peux pas dire, ok, avec Diagana, je vais accepter. Parce qu'on est musulman. Mais le degré de l'islam de ma foi, c'est pas la même chose, quoi. Après, j'ai dit, bon, on a en commun ce qu'on appelle
la nationalité mauritanienne. La Mauritanie, elle est nouvelle. Je sais bien qu'il y a des gens qui préfèrent le Sénégal à la Mauritanie. Il y a des gens qui préfèrent la Palestine à la Mauritanie. Il y a des gens qui préfèrent le Saoudien, le Maghreb, l'Algérie, la Turquie, Saddam dans le temps, l'Irak. Donc chacun a une préférence qui n'est pas la Mauritanie. Donc tu ne peux pas dire aux gens, parce que c'est la Mauritanie, essaie de la préserver. Moi, j'en fous de la Mauritanie. Donc ce qu'il dit, ce qui fait que la dernière chose commune, elle est la plus importante. C'est la sécurité. Et cette sécurité, comme je vous ai dit, tout le monde, quel que soit le degré et la différence entre lui et son prochain, ils ont exactement le même, dans la sécurité, dans la paix et la sécurité, c'est égal. Tout le monde est égal dans ça. Donc, aujourd'hui, l'Arabie Monke, elle vient juste rappeler ces faits. Elle n'est pas là en train de distribuer, de faire des conférences, non, juste rappel. Et je vais utiliser les méthodes modernes pour 80% de mon activité, d'activité de cette liste de rappel. C'est compris que 90% des Mauritaniens utilisent le web, téléphone, partout. Il faut leur expliquer par des SMS, par des WhatsApp, par des Facebook, par des applications, par des compétitions, par des trucs. Chacun juste lui rappeler. Et maintenant, à toi de faire. Parfois, je trouve quelqu'un qui me dit non, moi je suis prêt à tuer à cause de l'injustice. Oui, parfois tu te crois que tu es dans l'injustice, or parfois non. C'est juste une ambition démesurée. Et tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait, qu'il dit qu'il nous a fait naître pour l'adorer et qu'il nous met des différences. D'abord dans la forme, dans la force, dans les biens, dans le mal, dans tout. Dans la couleur, dans l'habillement. Il nous a créé Shurub wa Qabaïl parce qu'on n'est pas la même chose. Et on ne sait pas derrière cette création le pourquoi. Pourquoi celui-là il est infirme et moi j'ai des pieds? Pourquoi celui-là il est aveugle et moi j'ai des yeux? Pourquoi on est deux frères, l'un est sourd, l'autre n'est pas sourd? Pourquoi? On ne peut pas répondre à cette question. Mais toutes ces différences qu'on voit, il y a une explication. Peut-être qu'on va quitter ce monde sans la voir. Et ici, je vais faire juste une petite bifurcation sur Sourate Al-Kahf avec Nabiyullah Moussa, puis son compagnon Al-Akhdar. Il l'a accompagné. Et pourquoi il l'a accompagné? Parce qu'il a entendu parler qu'il y a quelqu'un quelque part à la terre qui connaît mieux que lui. Moussa se croyait qu'il connaît le tout. Il est omniscient. Et donc, il est parti chercher ce Khadar, ce personnage qu'on ne sait pas c'est quoi. Il l'a accompagné et les trois étapes qu'on va voir rapidement. Ces trois étapes, on va les voir et on va comprendre. Quand on voit ça, on comprend aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Il monte dans un bateau, il le fait couler, c'est-à-dire il le perce. Il part, il trouve un enfant, un innocent, il le tue. Et la troisième fois, il vient, il s'est fatigué, il vient voir des gens dans un village, il demande à manger, il leur donne absolument rien, ils étaient fatigués. Au lieu de partir, ils ont vu un mur cassé, ils disent je vais le construire. Voilà. Ça, ces trois étapes aujourd'hui expliquent ce qu'on voit. Un, le bateau, pourquoi il a été coulé ou il a été percé, c'est pour le sauver. C'est Dieu veut sauver ce bateau. Il y a des gens qui sont pauvres, et il y a un roi quelque part qui cherche des bateaux pour faire de la guerre, et quand il voit un très bon bateau, il le prend. On a percé ce bateau, c'est pour le sauver. L'enfant innocent qui a été tué, c'est parce qu'il devait être un chari, il devait être quelqu'un qui va faire du mal à sa famille. Donc Allah l'a tué, et ils vont avoir un enfant qui est plus juste et plus pieux, et qui va continuer. Et le mur, tu te fatigues, tu construis un mur, et tu dis que les gens devaient te donner, ils ne te donnent rien, c'est pour protéger un bien, pour les trois choses. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on voit, il est en rapport avec ça. Si tu vois quelqu'un malade, un enfant qui est mort, un enfant qui est borgne, un enfant qui est truc, un type qu'on l'a enlevé, un type qui a tiré, tout ça a une explication. Mais on ne voit pas, c'est Allah qui l'a fait. Et donc, si quelqu'un aujourd'hui a 7 degrés de foi, il n'a plus de problème. Il peut, quand il voit quelque chose, donc c'est pour aujourd'hui, tu vois quelqu'un, non, il n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas d'être pauvre et l'autre est riche. Je n'accepte pas d'être noir et l'autre blanc. Je n'accepte pas d'être ministre et l'autre. Donc, c'est l'envie qui peut tuer les gens. Et moi, aujourd'hui, c'est juste rappeler. C'est-à-dire que demander les gens qui se croient victimes d'injustice. Je ne suis pas là pour leur dire c'est pas grave. Allez-y, acceptez votre injustice pour rester. Non, n'acceptez pas cette injustice. Mais demandez ça, la réparation par voie normale.
Vous croyez que vous êtes nombreux et les autres minoritaires, allez au vote. Allez voter et devenir truc. Tu crois que c'est perfect la démocratie, il faut la perfecter. Vous croyez, chacun aujourd'hui demande. Mais de l'autre côté, j'ai fait beaucoup d'efforts aux gens de Tavrazine, au pouvoir, pour qu'eux aussi, ils font dans leur pratique quotidienne, ça doit préserver la truc. Parce que s'il y a une justice au niveau de l'État, du pays, on évite beaucoup de choses. S'il y a une redistribution des ressources, on évite beaucoup de choses. S'il y a une égalité de chance, on évite beaucoup de choses. Mais s'il y a de la très bonne gouvernance, on va éviter beaucoup de choses. Et donc, si on évite le détournement, la gabegie, le despotisme, toutes ces choses, c'est quand on évite ça et qu'on pratique la démocratie et le truc, je crois facilement que la deuxième partie là, on va couper l'arbre sous ses pieds. Et les majoritaires, les gens qui n'ont rien, les gens qui sont pauvres. Mais ils sont généralement pacifiques et pacifistes, mais il y a de temps en temps quelques types qui les manipulent et qui leur disent vous êtes nombreux, vous êtes majoritaires, vous êtes, c'est à vous, vous êtes victime de tel, vous devez mériter tel. Et malheureusement, il y a la drogue, l'ONG va en parler, il y a l'immigration, il y a la déperdition scolaire, il y a toutes ces choses que nous on fait et on va trouver les mots pour rappeler. Chaque fois des rappels. Donc ça c'est mon pied ou ma jambe qui est de côté civil. Et de l'autre côté, je suis un entrepreneur, j'ai mis en place cette société de nos jours. C'est une start-up qui aide beaucoup les jeunes. Et comme je vous ai dit, par mes idées, Dieu fait que j'ai signé un contrat. Je suis en train de donner 150 emplois dans les 3 premiers à des jeunes. Comment? Je n'ai pas d'argent, une entreprise qui est faite juste par des bureaux, il y a un appartement à louer, mais puis par une idée. J'ai signé un contrat avec l'une des banques avec laquelle je vais faire la commercialisation des services de transfert d'argent qu'elle a. Et elle va me payer par chaque client rapporté. Et lorsque chaque client a rapporté, je l'amène, j'ai un montant. J'ai fait une annonce sur beta.mr et j'ai dit que je cherche une centaine de jeunes qui vont me chercher de la clientèle et qui vont partager avec moi ce que la banque me donne. D'accord. J'ai eu 850 à 900 jeunes diplômés, bac plus 4, plus 5, plus 6, ingénieurs qui sont prêts. Et lorsque je les ai convoqués, ils disent non, on est prêts parce qu'on n'a rien. Et au moins ça va me permettre. Aujourd'hui, si chacun par jour amène 10 clients par jour, il gagnera 100 000 par mois. Donc j'ai créé ces emplois, bien sûr précaires, mais au moins c'est des emplois. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas une entreprise de l'État. Et parmi les choses qu'on me reproche au port, qu'on m'a reproché à Procopé, qu'on va toujours me reprocher quand c'est que je recrute beaucoup de monde. Et effectivement, moi j'ai cette envie d'aider les autres. Par exemple, le recrutement, pour moi c'est simple. Un gestionnaire a un budget, prenons 100. $100 de budget. Sur les $100 de budget, généralement on dit 25 à 30% pour les ressources humaines. Et 70%, tu peux bouffer ça. Tu peux faire ce que tu veux avec. Un inspecteur, quand il vient, ou un ministre, ou un président, ou truc, ils disent non, tant qu'il a fait ça, il n'a pas beaucoup. Mais si moi je dis aujourd'hui non, moi je dis qu'il faut prendre 60% au minimum de le personnel. Parce que le reste du budget, c'est quoi? C'est des frais de transport, des missions, des papeteries, nettoyage, des trucs qui partent dans la poche des gens. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est... Et quel que soit ce qui va rester, il va partir. Il n'y a personne aujourd'hui, un dirigeant, il dit oui, moi vous m'avez donné 100, j'ai donné au personnel 30 et j'ai laissé 30. Non, il ne va rien laisser. Il va faire tout pour faire passer ça. Il peut le faire passer de manière transparente, normale, mais quand il le fait, on dit qu'il a respecté son budget. Et lui, parce qu'il dit on a quelque chose, son comptable, son truc, on l'appelle, donne un marché à celui-là, il t'amène du papier, il t'amène un ordinateur, il t'amène une voiture, il t'amène du carburant, il t'amène des trucs. Donc, ce budget doit partir. Et donc, moi, j'ai toujours envie de doubler le personnel que je trouve, parce que je trouve qu'il peut m'aider dans ce que je suis en train de faire, mais aussi, c'est la partie sociale d'une entreprise. Nous, on n'est pas des... Quand on est à l'État, l'État, il y a ses fonctions. Il y a le social. Et si on n'aide pas ces jeunes, c'est une bombe à retardement. Et si chaque ministre aujourd'hui, chaque entreprise dise 50% de mon fonctionnement va aller au personnel. Soit j'augmente le salaire de ces gens, et moi je trouve que ce n'est pas bon, mais il faut redistribuer. Soit je recrute des gens ou je prends des stagiaires et que je leur distribue à 30%.
Ce sont des instructions que le président doit donner, comme il a donné l'instruction pour laisser ne pas partir à l'étranger pour il va leur dire aussi, oui, votre budget, je ne l'augmente pas, mais je veux qu'au lieu de faire 30% pour le personnel, faites 60% pour le personnel. Et je préfère que vous recrutiez des personnels, mais sans augmenter votre budget. C'est-à-dire, faites des économies sur les autres rubriques pour le personnel. Et quand il le fait, il va faire recruter quelques milliers de pauvres jeunes qui ont créé un ces pays et qui travaillent. Et c'est sur ce budget qu'il faut le faire. Parce que s'il ne le dit pas, ça veut dire les 30% par 30%, ne restez pas où. Je trouve que là, c'est une bonne parenthèse, en tout cas, pour conclure cette interview. C'était très intéressant de parler de vos différentes expériences dans les différentes organisations où vous avez travaillé. Mais maintenant, avec le recul sur toutes ces expériences-là, quel est le conseil ou alors quelles sont les recommandations que vous pouvez donner toujours sur le sujet de l'investissement, aux investisseurs qui viennent en Mauritanie, mais aussi aux acteurs locaux en Mauritanie? Donc, moi, je crois que l'investissement, comme je vous ai dit, les investisseurs ne sont pas connus. Par exemple, je peux trouver un investisseur qui vient explorer et rencontre. Mais le conseil, c'est pour l'État, pour le gouvernement, pour le président. Pour faire de la Mauritanie un pays attractif, il faut travailler sur ces 3 piliers ou 4 piliers et les investisseurs viennent. Parce que c'est des gens qui ont leur argent, qui cherchent à l'installer. La Mauritanie aujourd'hui, elle a une chance qu'elle est frontalière. C'est-à-dire qu'on est frontalière à la CEDEAO, c'est une chance, c'est une attractivité, sans qu'on la veuille. On a été créé ici, voisin avec le Sénégal, voisin avec le Mali. Avec le problème que le Mali a, la seule rentrée de l'Europe vers l'Afrique, c'est en passant par le Sénégal. Et avec le pont, c'est important. Donc, cette chance de positionnement géographique, elle est là. La stabilité politique, alhamdoulilah, je crois qu'on est stable politiquement, c'est bien. Il y a la justice. Il faut vraiment faire un effort sur la justice économique, la justice commerciale. Le tribunal du commerce, il faut faire un effort sur ça. 2, il faut les infrastructures. Et 3, il faut la formation. Ça, si on le fait avec le code qu'on a, on peut espérer que cette proximité avec la CEDEAO puisse aller. Et donc, au niveau de la CEDEAO, moi je suis l'Algérie, le Maroc demande à intégrer, pourquoi pas la Mauritanie réintègre par la CEDEAO. Je trouve que ce qu'on va gagner est beaucoup plus important que ce qu'on va perdre. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est ce marché. La CEDEAO, c'est 400 millions de consommateurs. Nous, on est 4 millions. 4 millions, 400 millions. Et aujourd'hui, les gens ne cherchent que ça. Même nos entreprises, nos hommes d'affaires, ils peuvent produire et vendre à côté. Donc, il faut qu'il y ait soit une réintégration de la CEDEAO, il faut un contrat vraiment exceptionnel avec la CEDEAO pour qu'on puisse aller. Et c'est ce qui va permettre aujourd'hui de la Mauritanie d'être vraiment attractif. Moi, quand je pars dans mes missions avec mon bateau de pèlerin de chasseurs, d'investisseurs, quand on vient à quelqu'un, je commence à parler de la Mauritanie, il me demande la population. J'évoque toujours cette question en disant la Mauritanie n'est pas peuplée, mais sa force est frontalière avec une force de 400 millions de consommateurs. Il dit comment c'est la CEDEAO. C'est la seule porte d'entrée. Quand on vient du Maroc, c'est pourquoi le Maroc aujourd'hui, combien il passe par là, d'intégrer la Mauritanie de l'Algérie. Ça, c'est des gens qui n'ont que ça. Les Tunisiens ne sont pas frontaliers avec nous, mais ils ne sont que ça. Les Libyens, malheureusement, ils sont dans des problèmes actuellement. Les Égyptiens commencent à venir, mais tous, l'Orient du côté du fleuve. Et donc aujourd'hui, moi je crois que l'effort doit être fait sur ça. Il faut vraiment qu'on ait soit un contrat exceptionnel, soit une réintégration complète avec la CEDEAO. Ça quand même si on veut être attractif pour l'investissement. Un mot pour la fin. Au mot de la fin, je vous remercie beaucoup. On a trop duré, il est presque 2h15. Je crois que j'allais faire un truc, mais c'est passionnant d'avoir répondu sans tabou à vos questions. Et je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on refera des interviews beaucoup plus courtes sur des thématiques métiers, parce que là, c'est une biographie de professionnel de là où j'ai passé. Mais quand même, je vous remercie beaucoup pour ça. Absolument. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Nous vous remercions également d'avoir suivi cet épisode avec nous et nous vous disons à très bientôt pour un autre épisode de Paroles d'Experts.